Barrister. Okay. Hello, good morning. Thank you very much for being here today. And I thank you in advance for your kind attention. I was very impressed by what I saw yesterday, by the quality of the presentations and the quality of the... I hope I'm audible. Can you hear me at the back? Okay. I was very impressed by the quality of the presentations and the quality of the questions and answers. And I hope that today I will be up to the task because this is an extremely intelligent audience. So I have about an hour to speak with you. So I will try to cover as much ground as possible. My presentation will be in English. Ma présentation serait en langue anglaise. Bon, heureusement, nous vivons dans un pays bilingue, donc je vais faire ma présentation en langue anglaise. Bien entendu, ceux d'entre vous qui sont d'expression française, vous avez la latitude de me poser vos questions en langue française. Je vais essayer d'apporter toutes les clarifications nécessaires. OK? Alors, moi, je m'appelle Maître Divine Afouba. Je suis avocat inscrit au barreau du Cameroun. Je travaille en cabinet depuis 2010, donc j'ai une quinzaine d'années d'expérience. Je suis avocat d'affaires. Et dans mon parcours, j'ai beaucoup travaillé avec les institutions financières, notamment les banques, mais aussi avec... je suis avocat d'affaires. Et dans avec les institutions financières, les établissements de micro. I prepared a presentation. I am going to make it available to you so that you can take it home and continue thinking. And then, of course, feel free to reach out to me anytime after the seminar. I would leave my contact details. So those of you who want my business card can come and get them from me. So I think let's begin by talking about money, since finance and fundraising is all about money. We all know that it's the lifeblood of any commercial enterprise. People start businesses, create companies with a view to making money. You create something for $1 or you buy something for $1 or 1,000 francs and then you sell it for 2 and then you keep the profit. So that's basically what business is all about. So in order to make money, you have to sell a good or a service. But even before you get to the point of selling goods or services, you have to be able to raise money, hence the term fundraising, lever de fonds, comme on dit en français. Now, broadly speaking, there are two main ways in which you can raise funds. A commercial company can raise funds. The first way is what you call equity finance. And the second way is what you call debt finance. Both forms of fundraisings were discussed yesterday. They may not have used those terms, but the discussions yesterday were all about equity finance and debt finance. And in certain cases, you can have a combination of the two, equity and debt finance in the same transaction. Specifically when you talk about what you call convertible bonds. I don't know whether we will have the time to talk about that. But they are referred in French as les obligations convertibles. That's how they are called in French. And in OHADA law. Now, so what is the central theme of my expose? What I really want to highlight here today is the fact that it is not merely because you need money and that you have found someone who is willing to give you money that you should rush and take their money. You have to be very, very careful because you are getting into transactions, or you will be getting into transactions or contracts that are legally binding and that are governed by law. So there are legal implications when you sign a contract, and you have to be very careful about that. Donc pour résumer, en fait, le thème central de ce que je veux dire ou de mon exposé peut se résumer en quelques mots. Ce n'est pas parce que vous avez besoin de financement et que vous avez pu identifier quelqu'un qui est prêt à vous financer, un investisseur, que vous allez vous empresser à prendre son argent.
OK? Il faut faire très attention. Parce que lorsque vous prenez l'argent d'un investisseur, vous êtes en train d'entrer dans une relation contractuelle. Ces relations sont régies par des lois, peut-être des lois qu'entrer dans une relation contractuelle. Ces relations sont régies par des lois camerounaises ou des lois des pays étrangers. Sur votre start-up, sur votre PME. Donc, il faut faire très attention. Il faut se faire accompagner par des conseils. Conseils juridiques, avocats, conseils en les experts financiers, etc., les comptables, etc., etc. Il faut toujours se soigner du début jusqu'à la fin de vos négociations, de vos transactions avec vos partenaires investisseurs. So now let's talk about equity finance. Even before I get into that, now speaking on the heels of whether you want to get into equity finance or into debt finance, there is something that is very important. It is always important, even before you begin your discussions, to try to protect the information that you have. OK? Alors, lorsque vous entrez en relation, en discussion avec un investisseur potentiel, il va vous poser un certain nombre de questions. Vous serez obligé de dévoiler certaines choses, certaines informations concernant votre activité, concernant votre entreprise, concernant votre vision pour votre entreprise. OK? Ces informations sont protégées par la loi. The information is protected by law. It is what you call proprietary information. So before you begin, the first thing that you need to do is to sign an NDA, a non-disclosure agreement. Before you begin anything, that's the advice I tell my clients. You sign a non-disclosure agreement, accord de confidentialité. You will be the person giving information to the potential investor. You want to make sure you have a written contract whereby he says, I undertake not to use this information for my benefit and against your business prospects. I undertake not to use this information to make a profit without this informing you in advance. Okay? There are different ways in which you draft them, but it is really, really important. I have a friend of mine who is based in America who had an information technology product that he wanted to sell to certain ICT companies here in Cameroon. He disclosed the nature of the information technology product, and that product is protected by copyright law, what they call les droits d'auteur in intellectual property. Without me knowing, he came and began discussions with the company, made a presentation, and disclosed the information. He went back to America and continued discussions with the company. At some point, the discussion stopped. About 1 year later, he discovered that that product that he wanted to sell to that company was the exact product that that company was using and selling in the Cameroonian market. Well, at least that is what he was alleging. I don't know whether it is true because I did not participate in the PowerPoint presentation. So he now came back to me and told me he had hired a law firm in Cameroon, here in DOUALA, to engage that company and to claim compensation. The company denied the information. So now he wants to go to court. This is a classic example of what you should not do. To have a product, proprietary information that is protected by law, you go and see a potential investor or a business partner, and you disclose the information without signing a non-disclosure agreement. Very important. So now let's talk about equity finance. Equity finance basically means a company raises money by selling shares, the shares that it owns, to investors, okay? You raise money by selling shares of ownership. So it provides the company with cash in exchange for giving the investors a stake in the company. That is equity finance. Now, you can get involved in an equity finance at the time of company creation. The moment you create a company, you have to put money in the company in the form of what they call the registered capital, le capital social d'une société commerciale. Okay? In the case of a public limited company, Société Anonyme, it's 10 million francs. So you have to put 10 million francs. Okay? Now that's equity finance at the time of company creation. Now, during the lifetime of the company,
a company might need to raise more money to carry out further investments, etc. So a company will need more equity finance. And what usually happens is that the company is going to increase the capital, increase its capital, what they call augmentation capital, okay? Now, all of these mechanisms are provided for and are protected under OEUVRE law. Now, what are the legal implications of equity finance when you put money in a company? There are basically two types. Are the legal there are in the company as a shareholder, as an investor. Your investments give you two broad types of rights. What you call economic rights on the one hand, and then what you call political rights on the other hand. Economic rights will include the rights such as the right to have a profit in the company. You invest money in a company, you buy shares, you become a shareholder. The managers of the company use the money to carry out business activities. At the end of the financial year, the statutory auditor, what they call the commissaire aux comptes, assesses or analyzes the statements, the bank statements or the accounts of the company, and declares whether or not the company has made a profit. When the company makes a profit, profit will need to be divided among the shareholders, those who have put money in the company. And as I said yesterday, I think it was Monsieur Chakunte of AFRIQUE First Bank, you need to constitute what you call dividends. So that is the first economic right you have as an investor. You have a right to dividends. So if you are a startup and you decide to sell shares to an investor, you have to understand that you no longer own the company wholly. You have given certain economic rights to the investor, notably the right to have dividends. Okay? Now, the second right, the second economic right, is the right to the net assets of the company at the time of dissolution. You might decide after a number of years. Under OEUVRE law, the maximum lifespan of a company is 99 years. You can decide to dissolve the company before 99 years. When you decide to dissolve the company, what normally happens is that the company will appoint a liquidator who will realize the assets of the company, pay off the debts. Now, whatever is left after all the debts have been paid will now be distributed to the investors of the company. Okay, the leftover assets, what they call in French, le boni de liquidation. That is what is now distributed to the investor. So that's the second economic right you have. The first, the right to dividends. The second, the right to the net assets of the company at dissolution. And then you also have an obligation to contribute to the losses of the company. Because sometimes the company might make a loss, just like it might make a profit. So if you're an investor, you contribute to the loss of the company. Now, let's look at the second class of rights, what you call political rights, les droits politiques. This basically is the right to participate in the affairs of the company and to vote in the decisions. If you are a shareholder, you have a right to participate in the general meetings of the shareholder, what they call in French les assemblées générales des actionnaires. There are two broad types, assemblée générale ordinaire, assemblée générale extraordinaire. There are two broad types. You have a right to participate and to make your voice heard. So that is a political right. It's political participation in a company. Now, the most make your voice heard. So that is a political right. It's political participation in a company. Now, the look at the legal pitfalls. What are the risks? What do you need to be mindful of in the context of equity finance? Now, in Cameroon, there is such a thing known as the nationality of a company. Every human being belongs to a certain country, has a nationality. Okay? So I am a Cameroonian national, you can be from Germany, from Poland. That same principle also applies to commercial companies. We have a code of nationality in Cameroon. It's an old 1960 law. That code of nationality only concerns natural persons, you and I. It doesn't talk about companies. But companies also have their nationality. And without getting into a lot of details,
the nationality of a company would depend on the nationality of the majority shareholders of a company. So if you create a company and you are a Cameroonian and you own all the shares of a company, that company is a Cameroonian national because you are a Cameroonian national, because you are a Cameroonian national. Now, if you decide to raise funds through equity finance for other investors to invest in your company, there could be a change in the nationality of the company, which has legal implications in Cameroon. If in the course of equity finance, the company now becomes majority owned by foreigners, okay? You want people to invest in your startup, and then you own 100%. You say, all right, I want to sell 60% of the shares of the company to a German investor. The German investor says yes and buys 60% of the company. One will own 40%, and the German investor will own 60%. Because the majority of the shares of the company is now owned by a foreigner, that company, even if it was created in Cameroon, is now a foreigner. And there are important legal implications that on that Cameroonian law. The first is that that company will now have to apply for an authorization to carry out commercial activities here in Cameroon. It is what you call in French l'agrément commercial. That is delivered by the Ministry of Commerce, by the Ministry of Trade. Okay? And you must have it, because if you do not have it, there is a penalty that is attached to it under the 2015 law on commercial activities. You will have to pay 10% of the turnover of your company, which is quite significant. Penalty nationality of your company. So you have to bear that in mind. Now, the second thing I would want to say, the second legal implication about equity finance is that you have to be mindful of where the equity investor is based. Now, you know what the CEMAC means, the CEMAC region. That's the 6 countries, okay? Now, if the equity investor is based within the CEMAC region, someone who is based in Gabon or a company based in Gabon wants to invest in your company, there may not be a particular problem from an exchange control regulation, because there is a 2000 exchange control CEMAC regulation that regulates the flow of money and investments within the CEMAC region and outside the CEMAC region. Where the equity investor who invests in your company, in your startup, is based outside the CEMAC region, Nigeria, France, America, Germany, wheresoever, invest in your company, there are implications from an exchange control standpoint. That investor will have to declare the investment, what they call a déclaration d'investissement. You have to declare the investment before you make the investment, and then after you make the investment. You declare to 2 authorities. First, you declare to the Minister of Finance. Second, you declare to the Central Bank, the BEAC. Okay? Now, if the investment is above 10% of the shareholdings of the company, you do what you call a déclaration d'investissement. If it is less than 10%, you do a portfolio declaration, déclaration de portefeuille. But the procedures are more or less the same. Okay? In the past, it used to be quite straightforward. There are a number of documents you have to put together, and then you just go and file. Now it has become more complicated. When you file at the Ministry of Finance, you pay a fiscal stamp of, I think, 25,000 francs. When you file at BEAC, the central bank, you don't pay, but it's complicated now because they have digitalized the process, and you now have to go through a commercial bank. And it is very difficult because I did one recently. And if the investor is based outside CEMAC and does not have a relationship with the commercial bank and is not a client of the commercial bank that will do the declaration, it might become difficult because no commercial bank wants to work for free. They will want you to pay money. So it's going to slow down the process. So that's the first thing that I have encountered. And the second thing that I have encountered is that sometimes the BEAC officials who receive these declarations are not very clear as to how the law really applies. So one person might interpret it in one way, another person interprets it in another way. So these are some of the pitfalls or the loopholes that you have to be mindful.
So these are some of the to be mindful of. Money in your company, you know. If you take the money, is it going to change the nationality of the company? If the investor is based outside the CEMAC region, you will have to file those declarations. Where you fail to file a declaration, there is a fee that you will have to pay, a fine, which is, I think, 7% of the amount of the investment. And it is the company that is based within CEMAC in Cameroon that is going to pay that money. It is not the investor, which makes a lot of sense because BEAC will not go and regulate the activities of an investor who is based in Germany. So because they cannot target an investor in Germany, they are going to target the company that you have created here in Cameroon. And your company will pay a fine because the investor has failed to declare. So these are things that you need to be mindful of, you know, before accepting money from an investor. You may want to accept money, and then you end up paying money or losing money because you didn't go about the process carefully. Okay? Now, the third thing you need to be mindful of as regards equity investment is that you have to be mindful of what the investor wants in return. An investor may just want to obtain what you call ordinary shares in your company. Sometimes the investor, in the course of your negotiations, will tell you, I want to obtain preference shares in the company, what you call les actions de préférence. These are all legal terms that are governed in Cameroonian corporate law. And what are preference shares? Quelles sont les actions de préférence? Ce sont des actions qui donnent un double droit de vote à l'investisseur ou à l'actionnaire qui est détenteur de ces actions. So they are shares that give a double right of vote. Normally, the principle is the principle of proportionality. If you have 10 shares in your company, then you have 10 votes. 1 share, 1 vote. 2 shares, 2 votes. But if they are preference shares, it means that 1 share will have 2 votes. So if you decide to give your investor preference shares in your company, it means he's going to have more votes than you. He will have a bigger say in your company than you. So you have to be very careful of the type of shares that you are issuing to your investor. And then again, it is not every type of company that has the legal competence to issue these preference shares. A société à responsabilité limitée does not issue preference shares. It is only a société par action simplifiée or a société anonyme that can issue preference shares. So, if you own a société à responsabilité limitée, your investor tells you, I want you to issue preference shares. You tell him, I cannot give you preference shares because the law prevents me. But if he insists, the only way you will have to do that is to transform the company from a société à responsabilité limitée to another form of company that has the legal authority to issue preference shares. Now, the last thing that I want to say about equity finance is that you might decide to create a company, a startup, that is operating in a regulated sector. There are certain sectors in the economy of every country that are heavily regulated. A good example is the insurance sector, the electricity sector, the telecom sector, the banking sector, the microfinance sector. Now, so if you create a company, and then that obtains a microfinance license, for example, it means that you will have to come under the authority, the supervisory authority of the Central African Banking Commission, COBAC. The COBAC will be supervising your authority. Whenever you would want to get into an equity finance transaction, the supervisory authority will have to authorize that. So if you have a company, a microfinance that has a share capital of 1 billion francs, you decide to increase the share capital to 2 billion, okay, by selling shares to a foreign investor. You first of all have to go to COBAC, disclose the transaction, provide all the relevant documents, and wait for the COBAC to authorize it before you can sell. If you do not do so, you might have to pay a fine. So you have to be very mindful of the sector in which you are operating.
Is it a sector that is regulated? If yes, what do the regulations say about equity finance? Okay. So now let's look at debt finance. What is debt finance or debt financing? It refers to the process where a company raises money by borrowing the money from external sources. Hello. Bon, je pense que je peux continuer. Okay. So they borrow money or debt and then they have to repay over a set period, typically with added interest. So now like I said at the beginning, my experience really has been with working a lot with banks, local banks and international banks, and some microfinance. So I would really want to limit myself to the traditional forms of lending. I don't want to talk about how you call it, crowdfunding, because it's relatively new in Cameroon, in CEMAC. I think the first regulation was in 2022 with le règlement de la COSUMAF. So it's relatively new. It's been done before, but the legal framework is really laconic and it's relatively new. So I won't want to get into that. My experience has really been in the traditional form of lending from banks and from microfinance. So generally speaking, when you want to raise money through debt finance, you will have to sign a loan agreement or a finance agreement, or what you call a facility agreement. It has many names. Essentially, a bank or many banks will come together and lend you money on certain terms. So you will have to sign a loan agreement. Now, what are some of the legal pitfalls? Because that's really the topic when you want to borrow money from a bank. Now, when the bank, I talked about in the case of equity finance, where the investor is based outside CEMAC, it is the same principle where the bank is also based outside CEMAC. When you want to take a loan from a bank in Nigeria, for example, or in Kenya or in Egypt, outside CEMAC anywhere, the borrower, that's your company, you or your startup, you will have to declare that loan to BEAC, to the central bank, and to the Ministry of Finance before you contract the loan and after you contract the loan. Generally speaking, the time limit is 30 days. 30 days before you sign the loan agreement, 30 days after you sign the loan agreement. And then, of course, you will have to provide a certain number of documents to explain to the central bank the loan that you are taking, the amount, the repayment schedules, and then why you are taking. And of course, the central bank can come back to you and ask you a number of questions. Because in my experience, especially in recent years, the central bank is very, very mindful on laws governing anti-money laundering and terrorism. There is a recent CEMAC regulation, I think December 2024. So BEAC is very, very mindful about that. So they can always get back to you to ask questions about the loan or even the investment if they suspect that there could be traces of money laundering. So ils sont vraiment très regardants sur ce sujet. So there will be two declarations to make, one before you contract the loan and then one after you contract the loan, if the bank is based outside. If you don't declare, there are fines you will have to pay. The borrower, the bank, the borrower, the company. Now, usually, well, not usually, always, no bank will ever give you money without taking security over your assets because they want to be sure that you will pay back the loan. That's traditional financing. So they will ask you to provide assets over which they will have certain loan, so that if you do not pay back at the time when you are supposed to pay, they will enforce the security and get their money by selling your assets. In my experience, Cameroonian banks are particularly keen on taking security over land. That seems to be the first choice of security, what they call les hypothèques. So they will ask you to bring a land certificate or another person's land certificate for them to do a mortgage contract, so that if you don't pay, they plan and get back their money.
But there are other security interests that you can take because there are different classes of assets under Cameroonian law. You can take a pledge over movable assets, over intangible assets, like if you have shares in a company, if you have other receivables, if you have cars, if you are a trucking company, they can take security over your truck. So there is a broad panoply. So in your negotiations with the banks, you will have to convince them that if you're a young startup, you don't have land, you have other assets that you can place as security. Or you can have another person. I don't know, they talked about love money yesterday. Some assets and pledge them so that you can have. So a loan agreement is a contract which is legally binding. And there is an obligation in Cameroonian law to execute or to perform every contract in good faith. So if you do not perform your loan agreement obligations in good faith, you are in breach of contract. And there are a number of things that can happen to you. Of course, the obvious one is reputational damage. Some loan agreements have confidentiality clauses. They say, we will not disclose, but let me tell you something. Bankers talk a lot among themselves. If you go to AFRIQUE First Bank and you contract a loan, and the loan agreement has a confidentiality clause, I can assure you that UBA or some people in UBA know that you have taken a loan from AFRIQUE First Bank. People in Société Générale, whatever, they know that you have taken a loan. Of course, they will not tell you. But bankers have meetings, they have places where they meet, and they talk about their activities. Like lawyers, we lawyers meet and we talk about clients who don't want to pay us, you see. Or doctors meet and talk about patients who have difficult cases. It's a normal thing, it's part of human nature. So when you default, you suffer a bad reputation. And don't be surprised if you go to another bank and they don't want to give about getting into contracts that you may not be able to perform. You need to think it through carefully. When you default on a loan, there is a 2019 law. I was discussing this with a gentleman yesterday. There is a 2019 law that, if you don't mind, I want to read to you the full name. I have it here in French. Loi numéro 2019/021 du 24 décembre 2019 fixant certaines règles relatives à l'activité de crédit dans les secteurs bancaires et de la microfinance au Cameroun. Many people may not know about the existence of this law, but this law has a huge influence on the way banking and finance activities ought to be carried out in Cameroon. And the law imposes obligations both on the borrower, but also on the lender in order to protect the borrower, including microfinance, including startups and other small companies like the ones that some of you may have or that you are envisaging to have. Now, under this law, when you fail to pay back your loan, the bank will issue what you call a ban on credit, which is a statement that says you are no longer eligible to get a loan from us. But the ban on credit has more far-reaching consequences. Is that when there is a ban on credit issued by one bank, it also means that you will not be able to get a loan from any other bank in Cameroon. Okay, so it has extremely draconian consequences. When you default to pay a loan in Cameroon, I can assure you, you will not get away with it. You will not be able to contract any loans until they lift the ban on credit. When you comply, lorsque vous régularisez votre situation, on vous délivre un autre certificat qui constitue une sorte de main levée sur l'interdiction de contracter des crédits. Avec cette main levée, vous pouvez maintenant aller dans d'autres banques pour contracter des prêts. So you have to be mindful when you get into any loan agreement with a bank that's doing business here in Cameroon. Another thing is that since 2019, it has become a criminal offense to default on a loan. Now, human rights lawyers, in another lifetime, I used to be a human rights lawyer, so I was very offended when I saw this law.
Because in international human rights law, there is a clear interdiction on imprisonment for a contractual obligation. Okay? I don't want to get into too much details, but there is an international treaty that Cameroon has ratified that says you cannot imprison somebody who has defaulted on a contract. Okay? There is another criminal offense in Cameroon called filouterie de loyer, which says that if you are a tenant somewhere and you don't pay, they give you a notice, what they call mise en demeure. When you don't pay, they can lock you up. To me, it is outrageous, but it is the law of the land. It is the same thing with this 2019 order that I just read out to you. If you act in bad faith and you default on your loan, you can actually go to prison, and your company can be asked to pay a fine. Now, the condition is that you have to have acted in bad faith. Il faut avoir agi en mauvaise foi. And the term bad faith, la mauvaise foi, is clearly defined. You act in bad faith when you organize your insolvency. Lorsque vous organisez intentionnellement votre propre insolvabilité, on dit que vous avez agi en mauvaise foi. Et si vous ne remboursez pas, vous allez en prison. Okay? So that's one important consequence. If you use or you attempt to use any fake documents to contract a loan, it is a criminal offense. So you can go to prison for that. Now, the final thing I want to say about credit finance is you will have a loan agreement issued to you by the microfinance company, or the microfinance or the bank. And there are a number of terms. Sometimes they can be big documents, sometimes they can be small documents. But there are a number of terms that you have to watch out for. And I will just quickly run through what I consider to be the relatively more important clauses in your typical loan agreement. There will be a clause called the facility clause that will specify the amount of the loan. There are another clause is called the purpose clause that will tell you what you should use the money for, so you cannot depart from that. You have to be mindful of the fact that the end result is that the banks want to make sure that they get all of their money back. So they will really tie you down and control all your activities to make sure that you do not do anything that will prevent them from getting their money back. That's why you have all these clauses in the contract. The repayment clause to tell you when and how you have to repay the loan. The interest clause that will specify the interest that you will have to pay. An important clause is what you call the cost and expenses clause. When the bank wants to give you a loan, they will have to hire certain persons to look into your company. They will have to hire lawyers to check your documents and other people. There will be a clause in that loan agreement that will state that you will be the one to pay the bank's lawyers for doing their job, okay? So you will have to pay your lawyers to negotiate with the bank. You will have to pay the bank's lawyers for negotiating with you. That's just the way it is, okay? The clause on the non-distribution of dividends. When a bank gives you money, like I said, they will want to make sure that you pay back your money as soon as possible. Now, like I said, the purpose of a company is to make money. And I said the first economic right that you have is that you have the right to write debts. At the end of the financial year, the statutory auditor, le commissaire aux comptes, would everything, declare profits, there will be a decision of the shareholders, and then the money will be shared. Once you contract a loan, there will be a clause in that contract that will prevent the company from sharing dividends, which in a sense makes sense because as a lawyer for banks, I can understand. I have inserted those clauses in many contracts. It doesn't make any sense for a company to take a loan, and when the company has not paid the loan, it's already distributing profits to shareholders. No, you have to pay back all the money that you owe before you can now distribute profits to shareholders. So that's a clause that you would typically find in lending agreements. Of course, there will be a clause on events of defaults. Clauses that state that if this particular event happens, you will be taken to have defaulted under the loan. And then when you default, there will be other consequences. The bank is going to accelerate the loan. In other words, if you had to pay back the loan in 10 years, all right, and then in the 4th year, after signing, you default, you violate certain clauses or certain things happen, the bank will no longer wait for you to repay back the loan in 10 years.
la dette devient immédiatement exigible. That's what you mean by accelerating the loan. Instead of paying back in 10 years, you pay back now. And then they stop paying you any money. If they had to pay the loan in installments, you no longer get any installments. Any other installments that they had advanced to you, you have to pay back immediately. So there are important consequences when you default on a loan agreement. The governing law clause, there will be a clause that tells you if there is a dispute between the company and the bank, this is where we will have to go to solve the problem. Some clauses will say we will have to go to court, and sometimes they will specify the court. Tribunal de grande instance du Vouri à Douala, Bonanjan. Tribunal de première instance à Douala, Bonanjan. Whatever, the contract will state that. Or the contract will say we will have to go for arbitration. The Centre d'arbitrage du GCAM. Usually, if you are getting a loan from an international lender, a bank that is based outside Cameroon, they would never want to come and litigate the dispute here in Cameroon, because those international lenders do not trust our legal system. It is very uncomfortable for me to say that as a lawyer, but it is true. They believe that if they come to Cameroon to enforce the loan, because you are a Cameroonian, you have an advantage. Because your country people, excuse my language, that's entre guillemets, vos gens là, vos magistrats camerounais là vont vous favoriser. Donc nous, on ne peut pas venir ici au Cameroun. C'est vous qui allez venir chez nous à Londres. So they would delocalize the dispute resolution mechanism so that if they stop the loan, if they accelerate the loan, and you believe that it was wrong, there is a dispute. If you want to solve that dispute, they will not come to Cameroon. You will have to go to where they ask you to go. So in this international lending agreement, you will usually see that they will tell you, you will go to the court in Paris, Tribunal de Commerce de Paris, you will go to the High Court in London, you will go to Swiss, you will go anywhere in the world except Cameroon. It will cost you more in terms of time. London lawyers, I studied in England. Those lawyers are very expensive. It will cost you more in terms of legal counsel if there are experts. It is going to cost you much more than if you had to litigate the matter here in Cameroon. So if you're a startup and you want to take money from a lender, you have to be mindful of these things. Where is the lender based? What does the contract say? Okay? What does the dispute resolution clause say? Now, I will not talk about convertible bonds because I think I have to leave time for questions and answers and discussions. I would want to just conclude now on a number of things. The first thing, if you want to raise money, I'm speaking generally, either through equity finance or debt finance, you have to understand that there is a price that you will have to pay in one way or the other. And that it is important for you to know the full extent of the price that you have to pay. How much is it going to cost you in terms of everything that I just explained? So the pitfalls that I'm talking about, actually that is the price that you will have to pay. The second thing, il faut se faire accompagner par des experts, par des avocats. Et je ne dis pas ça simplement parce que j'ai envie de me vendre. C'est juste une mesure de précaution. Ces contrats sont extrêmement compliqués. Lorsque vous tombez malade et on vous dit que vous avez un cancer, vous n'allez pas rester chez vous soigner le cancer vous-même, n'est-ce pas? Vous allez aller à l'hôpital, voir un oncologiste parce que c'est lui l'expert en matière de cancer. C'est exactement la même approche qu'il faut avoir lorsque vous voulez faire un deal. S'il y a un contrat, peu importe la nature du contrat, vous pouvez croire que c'est un contrat simple. Croyez-moi, les contrats sont des documents qui créent des obligations juridiques entre les parties. Il n'y a aucun contrat simple, même un simple, soi-disant simple contrat d'emploi où on vous embauche. Il y a des choses que vous ne pouvez pas voir si vous n'êtes pas juriste ou si vous n'êtes pas avocat. Faites-vous accompagner par des experts. Experts financiers, experts en comptabilité. Ça coûte de l'argent, ça je le sais, mais franchement, on dit en anglais, don't be penny wise and pound foolish. N'essayez pas d'économiser l'argent maintenant pour finir plus tard payer 3, 4 fois, 5 fois plus. OK? Il y a des avocats qui sont chers, il y en a qui ne sont pas chers. Donc,
Et tout se négocie. Hein, je vous parle maintenant en tant qu'avocat. Les honoraires d'avocat sont négociables. Il n'y a pas de seuil, de plafond qui sont fixés par les lois. Il y a des lois qui fixent les honoraires des huissiers de justice, qui fixent les honoraires des notaires. Il n'y a aucune loi qui fixe les honoraires d'avocat. Donc, si l'avocat vous dit « donnez-moi 3 millions » et que tout ce que vous avez, c'est 500 000 ou 1 million, n'ayez pas honte de dire que c'est tout ce que vous avez. Tout se négocie en cabinet d'avocat. Vous ne pouvez pas négocier chez le notaire, vous ne pouvez pas négocier chez l'huissier, vous pouvez négocier chez l'avocat. So get the best deal from your lawyer, pay, and be accompanied. Soyez accompagné par votre conseil. Like I think last year, I see some familiar faces. Last year at this same conference, I said, it is not every lawyer that is capable to provide certain types of services. There are some lawyers that only do litigation. They go to court if you have a land dispute, if you have a trespass dispute. There are certain types of lawyers who are specialized in banking and finance and who can advise you on banking and finance transactions. If you go to a lawyer who does litigation, and this is no insult to lawyers, there's nothing wrong doing litigation. Moi aussi, je fais du contentieux. J'ai juste eu la chance dans ma vie d'être formé dans un cabinet où on a fait beaucoup de banques et finances, donc je sais de quoi je parle. Mais ce n'est pas tous les avocats qui sont experts en matière de banque et finances. Donc faites attention sur le choix des personnes qui vont vous accompagner. Et comme j'ai dit tantôt, ça va peut-être vous coûter plus cher, mais ne serait-ce que par mesure de précaution, il faut vous faire accompagner. I want to talk about legal due diligence as the third point of my conclusion. What they call an audit juridique. When a bank wants to invest, gives you money, or when an investor wants to invest, they carry out a legal due diligence, an audit juridique. They get a lawyer to examine the company, to x-ray everything. Est-ce que la société a été légalement formée? Est-ce que les statuts ont été rédigés en bonne et due forme conformément au droit OEUVRE? Est-ce que c'est une société qui peut émettre des actions de préférence? Est-ce que c'est une société qui peut émettre les obligations ou les obligations convertibles en fonction du besoin de l'investisseur? Si la société entreprend dans un secteur qui est réglementé, est-ce que la société a tous les permis? Est-ce qu'il y a l'agrément commercial? Est-ce que they will check everything before they commit to giving you money or investing? So usually it is the investor who does the due diligence. But here is what I tell companies that are borrowers. Nothing stops you. Il n'y a rien qui vous empêche de faire la même due diligence sur l'investisseur. You will never get into bed, getting into bed in a figurative sense with someone you don't know about. Okay? That's why I said at the beginning, il faut faire très attention. Ce n'est pas parce que vous avez un besoin d'argent et que vous avez identifié quelqu'un qui est prêt à vous donner de l'argent que vous allez prendre l'argent de n'importe qui. C'est comme dans notre tradition. Si vous êtes une jeune femme, vous voulez vous marier, et je suis votre père, vous venez me dire, j'ai trouvé quelqu'un que moi j'ai envie d'épouser. I am never going to just give my daughter to any man. But who is this person who wants to marry my daughter? What are his values? Where does he come from? What is his level of education? What value is he adding? Je suis en train de faire venir une personne née d'une autre famille que je ne connais pas dans ma famille. Je ne vais pas faire entrer n'importe qui dans ma famille. C'est la même attitude qu'il faut avoir lorsque vous voulez prendre des engagements auprès des investisseurs. In Cameroon, who is this person? Why does he want to invest in my company? Where did he get the money from? If this person is a corporate entity, does it have all its constitutional documents? Is this person under any kind of sanction in Cameroon or outside Cameroon? Il y a certaines sociétés dans ce pays qui ont été blacklistées par l'État camerounais. Ça, je vous le dis. Notamment dans le secteur de marché public. Il y a des gens qui contractent, qui gagnent le marché public. L'État leur donne de l'argent pour exécuter les projets routiers, etc. Et qui ne s'exécutent pas. Après un certain nombre de diligences ou d'investigations, ils sont blacklistés par l'État pour dire, vous ne pouvez plus conquérir. You cannot compete for a public contract pendant 5 ans, pendant 10 ans. So if that person who is in the blacklist wants to come and invest in your company, are you not going to be
afraid? C'est une personne qui ne respecte pas ses engagements. Are you so desperate for money that you are prepared to get in bed, again, figuratively, with any kind of person? So you have a right to do your own due diligence to make sure that you don't, comment on dit les Ivoiriens là? Il y a très longtemps, quand j'étais étudiant là, si vous prenez le chemin de je m'en fous, vous allez vous retrouver dans le village de si je savais. I think it's quite clear. So you also have to be mindful of that. And then the last thing that I would want to say is, different investors have different requirements. American investors may have their way of doing things. Japanese may have their way of doing things. So if you are a startup, you are a small and medium-sized enterprise, you're looking for money, you have to have a very flexible approach. You know that you might want to bring 3 investors in your company from 3 different parts of the world. You have to be mature intellectually to understand that they may have different approaches to investment. And if things are not going your way, don't immediately get frustrated. You have to understand the fact that in different parts of the world, people do things differently, and that you need to have a flexible approach. But the last thing that I would want to say is, when you want to get into any contractual relationship, and you have identified someone who is willing to invest in you, as far as I am concerned, the power dynamics are more or less equal. You need money, but they also need to invest in your company. If you are beginning in discussions with someone, it means that person has seen you as a potential good partner. All right? So don't go begging desperately and surrender all your powers on the very first day you are negotiating. Negotiating in business is very important. Don't hold yourself out to be so desperate that you are prepared to accept it. If someone wants to invest in your company and he is telling you that he wants to invest in your company, you give him a non-disclosure agreement and he signs it, it means something. It means you have some power and control over him. Okay? Donc, il ne faut pas capituler n'importe comment, comme si vous ne mangez pas chez vous. I mean, excuse my, you know. So you have to be mindful of the power relations between different parties in a business relationship, and that is going to allow you to get the best deal possible. Of course, if you have the best people to accompany you. Thank you very much for listening. Vous l'aurez donc très bien compris, il faut se faire accompagner par des professionnels, mais surtout pour maximiser même ses chances de succès, il faudrait établir une stratégie assez minutieuse. Et pour faire ces stratégies, il faut des professionnels qui vous accompagnent. Des acclamations encore pour lui. Eh bien, nous allons entamer la phase de questions-réponses. Vous pouvez poser des questions en français, vous pouvez poser des questions en anglais. C'est la phase questions-réponses. On va faire un seul tour parce que on va encore égrener quelques minutes de son temps. Pas quelques minutes, on prendra encore beaucoup d'heures dans son emploi du temps parce qu'il est membre du jury de la compétition de start-upers. Donc, on va aller très rapidement. Les start-upers, c'est déjà l'occasion de préciser que ceux qui n'ont pas encore envoyé leur PowerPoint à la technique, à la régie, bien vouloir envoyer votre PowerPoint à Monsieur Arnaud Kamta, qui est juste derrière. Il va se charger d'enregistrer vos PowerPoint. Mais avant, vos questions, et vous aurez l'occasion d'avoir des réponses en français ou alors en anglais. You have the floor. Over to you, ladies and gentlemen. You have a question? Yeah. Une hôtesse pour ce... Voilà. Merci. Okay, thank you very much, sir, for a brilliant presentation. I really learned a lot from what you said. I think you spoke about when investors are investing, maybe foreigners, let me just say like this, they invest in a company or in a startup in Cameroon, right? Depending on the shares, let me say if it's maybe they have majority of the shares, now the company might have to I don't know, have some fights or try to do things to be legally. Yes. Yes. So now, in the case now they are having 50-50, what about that? Yes, that's a good question. Thank you very much. It's a good question. It allows me to clarify certain... I think the law is pretty clear. That requirement is found... I didn't want to bother you with too much technical details. This is not a law lecture.
But that requirement is found in the 2015 law on commercial activities in Cameroon. Now, that law enshrines the principle of freedom of enterprise, what they call in French la liberté d'entreprendre. OK? Donc, le principe qui est consacré par la loi de 2015, c'est le principe de la liberté d'entreprendre. Mais il y a une exception ou une dérogation à ce principe. Si la société qui veut entreprendre est majoritairement détenue par des personnes de nationalité étrangère, cette société doit obtenir l'agrément commercial. OK? Donc, majoritairement détenue, ça veut dire 50 plus 1. OK? Donc, si c'est à 50-50, la société n'est pas majoritairement détenue par des personnes de nationalité étrangère. Dans ce cas, vous n'avez pas besoin d'obtenir l'agrément commercial. Okay? Je pense que c'est suffisamment clair. Merci. Et je pense qu'il y a... another hand. Good day, Barrister. Thank you very much for the presentation. It was really a very insightful one. And I have a couple of questions. First, when it comes to due diligence around the investor that's investing in your startup. If I am a startup owner right now and I want to vet an investor, what are the key things I should put an accent on when ensuring that they are the right persons to invest in the business or not? So how do I profile an investor to ensure that this can be the best person for my business? And also, how exactly do you ensure that after the investment, as a shareholder, you can ensure that there's traceability in terms of responsibilities from both the person that has invested and even the startup owner? Thanks. Okay, thank you. 3 questions. How do you vet an investor? Sorry, sir. 1 minute, please. Alors, pour tous les start-upers, c'est assez simple. Vous venez avec votre, lorsqu'on va appeler votre nom, vous venez avec votre machine, vous connectez le câble HDMI et vous pouvez faire donc la projection, tout simplement. Donc, tout cela qui est envoyé derrière, c'est mieux de venir avec vos machines. Ou si quelqu'un n'est pas venu, si un start-upper n'est pas venu avec sa machine, vraiment, c'est l'entraide, c'est la solidarité. Vous pouvez envoyer votre PowerPoint à une personne qui a sa machine là et vous l'utilisez pour votre présentation. Thank you. Thank you, sir. Yeah. Okay, thank you. How do you vet an investor? And then how do you profile it? I think the first 2 questions are more or less related. I think it's more of a business problem than a legal one. When you want to raise funds, you are the one who knows why you want to raise funds and what you want to do with the money that you want to raise. Okay? Like I said, you have to do some minimum due diligence on an investor. It may not be as comprehensive as a due diligence that the investor would do on the startup. But the point I'm trying to convey here is there should be some minimum amount of information that you know about the investor. And like I said, if the investor is serious enough and has manifested a serious intention to invest, for example, by signing an NDA, that places you in a position of confidence for you to ask certain things about him. So you will determine some of the things. For example, if you want to invest, if you are raising money because you are a small company, companies might ask the investors to certify certain things or produce a sworn statement to say that I certify that this money comes from this particular area and it's clean money. So that somewhere down the line, if
you know what you call ANIF, Agence Nationale des Investigations Financières. For one reason or the other, they start asking you questions. You can show to them that before you got this investor into your company, there was some minimum amount of information that you asked him to provide. You see that? So there is no law that was going to tell you how to vet an investor. I think it's really on a case-by-case basis, depending on why you need the money and for how long you need the money, and for the durability of your partnership that you might want to know how to go about vetting an investor. The third question, I wasn't really sure I understood it, about traceability of responsibility. Maybe you should re-explain that a bit. Okay, so in regards to the third question, you mentioned, for example, that most often you get investors based on what you want to run as an activity through that investor. It could be sales, he provides money, but also his network in order to do sales. If, for example, you have already provided equity and he has the equity, but the sales don't run the way they were supposed to run, and they are already shareholders, how do you ensure that he is accountable for what he had to provide? And also, if he's not, what is the legal procedure to follow? Okay, I get it now. That is really different from investing, strictly speaking. Now, in certain investment cases that I have dealt with, and which is what happens quite often, especially in international investments, where investors want to invest in. One second, please. Thank you. Alors, c'est assez simple. Il faudrait revenir sur deux points. Le premier point, hier, vous avez reçu des mails venant du comité scientifique. À coup sûr, vous avez eu le temps de préparer vos pitchs, mais vous n'avez pas répondu aux mails en envoyant vos pitchs au comité scientifique. Donc, c'est bien beau, vous avez préparé vos pitchs, mais il faut envoyer vos pitchs au comité scientifique parce que lorsque vous serez en train d'exposer, ils auront le temps également d'étudier votre pitch. Et vous le savez très bien, la présentation du pitch compte dans la notation. Donc, bien vouloir envoyer, vous avez vos téléphones, à coup sur vos adresses, vos comptes Gmail ou alors Yahoo, je ne sais pas trop, vous envoyez le mail directement au comité scientifique. Là, pendant que vous exposez, ils auront l'occasion également de lire, d'étudier, et justement, l'avocat qui est présent aura le temps aussi de regarder les aspects juridiques pour plus de transparence. C'est très important. Deuxième point, c'est ceux-là qui n'ont pas de PowerPoint, mais qui ont peut-être des produits physiques à présenter. Donc, ne soyez pas lésés. Personne n'est muselé. Vous venez tout simplement à votre produit physique et vous le présentez. Si vous avez des questions, une seconde. Vraiment, il faudrait qu'on donne le temps aussi à l'avocat de poursuivre. S'il y a des questions, si des start-upers ont des questions par rapport, parce qu'on enchaîne. Juste après son intervention, on va enchaîner avec les présentations de pitch. Si vous avez des questions concernant comment vous allez faire la projection et tout, posez la question maintenant ou alors vous rapprochez de moi tout simplement derrière. Oui, allez-y, allez-y. Rapprochez-vous de Madame Cynthia, elle est juste derrière là. Pas de questions, ça veut dire que tout le monde est OK. Il ne faudrait pas qu'un start-upper dise après qu'il a été exclu implicitement ou indirectement par les membres du jury. Vraiment, toutes les questions, nous sommes derrière, posez toutes les questions possibles. Ceux qui n'étaient pas là hier et qui sont venus aujourd'hui, sachant que c'était le nœud, le dénouement même de la compétition aujourd'hui, vraiment rapprochez-vous du comité juste derrière, vous aurez ample information. Thank you so much. I think it's the last time now. Okay, it's all right. Thank you. It's all right. Yeah, so to get back to the questions that you raised, in certain investments, before new investors, especially foreign or international investors, invest, they sign a document, a contract with the existing shareholders or the promoters of a company. That is called shareholders agreement. Le pacte extra-statutaire, as they are known in French. Now, these shareholders agreement are governed by the OHADA Uniform Act on Commercial Companies. And the law says you can, if you want, enter into shareholders agreement with investors. And the law says these are the things that should be found in the shareholders agreement. But the good news is that that list is not exhaustive. The shareholders agreement is an agreement that
seeks to regulate the life and the functioning of a company as among the shareholders, as among the investors. And the law lists some of the things, the appointment of the manager, the CEO, but the law says that list is not exhaustive. So you can include other things, like the commitments that you are talking about on sales. You can include them in the shareholders agreement, and then include a clause on the consequences for breach. If the shareholder fails with the investor, fails to meet those obligations, what are the consequences? There are different contractual techniques that can be used to hold the shareholder, to hold the investor to certain standards in the shareholders agreement. You can include, for example, what you call liquidated damages clause, which is what they call in French, comment on dit ça en français? Les clauses de pénalité. That says if you fail to do this, this is what you are going to pay as damages also. All of that, tout ça peut être organisé dans les pactes extra-statutaires so that they become legally binding. Okay, that's the show. There was another hand at the back there. Le monsieur en chemise carré. Good morning to everybody. I'm Mokom Durel. I'm the founder of Luminous Group Service. I had an opportunity to manage a microfinance. I have two questions to ask. The first question is the law on loans 2019. Yes, there is a misconception which I do not understand about the law. That law is it applicable to loans given before 2019, or is applicable only to loans given after 2019? That is my first worry about that particular law. And my second question is about the equity financing, that is to raise capital of a company through the stock exchange. Now, what are the conditions? What the stock exchange accepts companies in what type of form? Is it in the form of sole proprietorship or partnership, or public limited company or private limited company? That is actually my question. Or does it accept only companies from which are PLC or sole proprietorship or private limited company? So that is what I would like to get more clarification on it. Okay, thank you very much. I think your questions are clear. Regarding the first question on the law on loans, the 2019 law on credit, does the law apply to loans that were contracted before its entry into form, or does it apply only to loans that were contracted after its entry into force? I think it raises a principle in law that is called the application of the law in time, application de la loi dans le temps. And the rule is that laws only apply or they enter into force on the date on which they are promulgated, and then into the future. The default rule is that laws do not apply retroactively. La loi n'a pas d'effet rétroactif. Okay? So if, for example, drinking water from this bottle is lawful, okay, as of today, 27 June 2015. And then there is a new law that is passed by Parliament and promulgated by the President tomorrow, 28 June, that says you are no longer allowed to drink water from this bottle. Okay? And then on the 30th of June, someone goes and reports me at the police station that on the 27th of June, they saw by drinking water, and that it violates the law that was passed on the 28th of June. Catch him and throw him in prison, for example. I would argue that you cannot throw me in prison because on the day on which I was drinking this water, there was nothing that prevented me from drinking the water. If you are now saying that I should go to prison, you will apply a law that was passed on the 28th retroactively to punish me for something I did when at the time that I did it, there was nothing that prevented me from doing it. So I think that's the answer to the question. If the law entered into force on 24th December 2019. So in principle, if the loan was contracted before that date, that law shouldn't apply to it. What I may not know, some laws in this country have transitional provisions where they might provide that they might derogate from that principle. But I have the law here, and I am not seeing any such provision.
So I think that the long and short of it is it will not apply to loans that were contracted before 2019. Before 24th December 2019, only after that. Your second question, stock exchange. It's true I didn't really prepare for it. But what I understand is companies that issue what they call transferable securities. In French, they are known as les valeurs mobilières. Those are the companies that can list in the stock exchange. And there are two types under OHADA law. Public limited companies, société anonyme, and then simplified public limited companies, par action simplifiée. Voilà les deux types de sociétés qui émettent des valeurs mobilières. But yesterday, comment on appelle le monsieur de la BVB? He said that there is a compartment that has been created just recently for small and medium-sized enterprises that have certain conditions where small and medium-sized enterprises can actively participate in the stock exchange. And I suspect that is going to include other forms of companies like the private limited company, société par action, société à responsabilité limitée. Okay, but I don't have the documents here, so I really cannot confirm that. Okay. Yes. Is there another question? Can we? Okay, there's a lady. I think 3 men have answered, so I've asked questions. So let's give an opportunity to the lady. Okay. Good morning, sir. Morning. Okay. I do have series of questions, but I will just ask 2 or 3. Okay. The first question I wish to ask is in regards to debt finance, and an international investor wish to invest in a project and also lend on some money. So in terms of collateral, they requested land titles as well as a refundable security deposit. So in regards to the refundable security deposit, I wish to know if it's something legal or is it something actually normal to do. And secondly, we have an investor as well who wish to invest in a project, but as collateral, he requested for a financial instrument as collateral, that is standby letter of credit. So I also want to know about that, if it's something normal in the international market to request for. And also the last question, escrow accounts. I wish to know more about escrow account as a mean of security. So those are the 3 as a mean questions I wish to talk about. Thank you. Thank you so much. Alors, maître, on va prendre toutes les autres questions et là, vous allez directement répondre. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Une seule question. Alors, ça sera le dernier intervenant et on va refermer la phase donc questions-réponses. Good morning, everyone. Good morning, Barrister. So, my question is actually about security. Assuming I've sorted out an investor, Maître, nous refermons dans la phase des questions. Vous allez répondre aux questions de ces 2 intervenants et on comprend très bien que beaucoup avaient besoin d'être édifiés là-dessus. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on parle de levée de fonds, on parle de crowdfunding, on parle de financement, mais en fin de compte, on ne sait pas qu'on peut se retrouver en train de perdre son entreprise, de faire une faillite ou alors de se retrouver en prison.
Et c'est très important. Maître, you have the floor. Thank you very much. The first question about international investors requesting security. You used the term refundable security deposit. Now, there is a specific law, OEUVRE law on security interests, what they call in French, l'acte uniforme sur les sûretés, that lists a number of security interests that are used in Cameroon. There are other laws that have other types of security interests in specific sectors, like in the maritime sector and in the aviation sector. Those sectors provide certain security interests that are governed by international treaties, so I don't want to get into that. But the term refundable security deposit is a term that, to the best of my knowledge, does not exist in OEUVRE law. So I really do not know what it means. The last thing I said when I was concluding my expose was the fact that we have to be mindful of the fact that different investors, international investors, come from different areas of the world where they have different laws, different standards, different practice. So they have terms that make legal sense in their legal systems in their country, but that may be unknown to us, okay? So maybe the term refundable security deposit makes sense to that investor in the context of the legal system in which he is found, but it may not necessarily make sense here. When I hear the term refundable security deposit, the first thing that comes to my mind is money in the bank account. But I don't know whether, because you can take a pledge over money in the bank account. You can block the money, you can take that to continue to use the money. But the money becomes unavailable when certain events happen. I don't know whether it is that he is referring to. So when you are faced with a situation like this, what you should do is, for sure, which is what I also do, because as a lawyer I don't have all the answers. I will ask the person to explain what he means by that as he understands it in his own legal system. When he explains it, I will tell him, this concept, as you have explained just this year, this comes closest to that in our own legal system. And if you want, we can have a contract over that particular type of security interest as it is understood to exist in our own legal system. So that's the best I can do. But the term refundable security deposit is something that I have not heard about. Financial instruments, standby letters of credit. They are very, yes, they use them very often in international business transactions, especially in international trade finance. In the cocoa and coffee sector, where people export, we export a lot of cocoa and coffee to the world market. And you can have a cocoa exporter who wants to export coffee or wants to export cocoa to a buyer in London. Okay? But he's getting the coffee, the cocoa that he has asked for in the contract. The exporter, who is based in Cameroon, wants to be sure that the moment he ships the cocoa, he's going to get paid. So what he's going to ask for is for the buyer to get his bank to issue a standby letter of credit. It is a form of guarantee, that document that guarantees that by the bank, that if you sell goods that meet these specifications as in that contract, the moment you load them on the ship and I get someone to certify, you are going to get paid, even if the goods do not reach the final destination. That's the whole point of having letters of credit. They are issued by one bank, certifying that where certain contractual stipulations are met, you are going to get paid, regardless of whether or not the person actually gets the goods, because that's a completely different thing. So the short answer to your question is yes, indeed. They are very often used in international transactions, especially in trade finance, and they can constitute some form of security. They are not considered securities under OEUVRE law, but in international trade finance, they are considered security, and many cocoa exporters in Cameroon use them. They work when you have two banks. There will be a bank that is going to issue the standby letter of credit, and another bank, a local, that is going to confirm the letters of credit. When those mechanisms are met, then the transaction is a secure transaction, and then there should be no problem. The third question that you ask is about escrow accounts as a means of security. Again, escrow accounts, what they call in French, les comptes séquestres, they are not
C'est somba de sécurité en droit WADA. But it's basically about blocking money in a particular bank. The money leaves only when certain conditions are met. So from that perspective, from that functional perspective, it's about security. And they use them, but in my experience, not very, very often. Okay? Use them, but in my experience, not very, very often. Gentleman asked about background checks, especially if the investor is a foreign. There are a lot of, well, we call them scammers, people who hold themselves out as being investors and then they get money from you. And it could be quite difficult doing a background check for someone who is based outside Cameroon. I have never really advised on that. What I have advised on is you have an investor who wants to do business with a particular person or a company here in Cameroon. And then they contact me and ask me to help them to do a background check on the person in Cameroon. So I have helped to do background checks on companies in Cameroon, on persons in Cameroon, but I have never really had to do background checks on persons outside Cameroon who are investing. I think it goes both ways. In my experience, what I have done is, the first thing is that I ask the person, send me the company documents of the company that you want to invest in. And then I go to the place where the company has been incorporated, because all companies are incorporated by the courts, and the courts are supposed to have records. Proceedings. So there is no point putting your money in a company that the company is going bankrupt. There is another registrar that is kept by all the high courts in this country for bankrupt companies that are going through bankruptcy proceedings. So you can also go there, pay a fee, and ask them to check and issue a certificate to certify that this company actually exists, but we have checked our register that we can certify that there is no bankruptcy proceedings. So I think it's the same thing that goes both ways. You know, if the investor is abroad and is in a company where Cameroon has an embassy, you can contact the consular services of Cameroon in that country and ask them to help you do a check. I don't know how much it is going to cost you, but I think it is something that has been done. In the case of Cameroon, I have told our clients, contact, I think in this case it was a Spanish investor who wanted to invest. I also told our clients to contact the Spanish embassy in Yaoundé and see whether they have any information regarding this particular person. So these are some of the background checks and due diligence that you can do. In Cameroon, like in many other countries, there is an association of private detectives. We have private detectives in this country, and they actually have a trade union. In certain cases, I have had to use private detectives to get information on particular persons. They have a way, including certain banking transactions that they may be getting. They have a way of getting information that I don't know. But some of them can be, they don't come cheap, but some of them can be very good. And they can give you information that you don't know where they got them from. So it is part of the due diligence that you have to carry on before you risk bringing an investor into your company. Like I said, you will have to spend money to get money. But I would rather spend 10,000 francs to pay someone and then lose the money because the person I was investing is clean, than to run the risk of not spending 10,000 francs and then you bring in a bad element into your company who is going to mess up your life's work. So that's what I have to say. So thank you very much. I think we've come to the end. D'esprit law firm. Stage ovation also, please. Alors, j'ose croire que chacun d'entre nous a réussi. Alors, j'ose croire que chacun d'entre nous a retenu quelque chose sur cette thématique assez importante pour tous ces start-upers, ces PME, promoteurs de PME, porteurs de projets. J'espère que chacun d'entre nous a retenu quelque chose ce jour. Et si c'est le cas, vous applaudissez vous-même. Voilà.
Le message est très bien passé. Et donc, nous allons entrer dans la phase même de la compétition des startups. Merci infiniment pour votre présence encore ce jour, hein. Et nous saluons la présence de la délégation régionale du MISE qui, tous azimuts, nous allons célébrer donc la Journée internationale des PME. Je ne savais même pas qu'il y avait une journée consacrée aux PME. Je suis à 75% sûre que beaucoup ne savaient pas qu'on célébrait bel et bien les PME. Donc, pour cela, nous allons partager des moments enrichissants avec nous allons célébrer donc avec le MIMESA, la délégation régionale du ministère des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat. Mais on va, le temps pour la technique, hein, allez-y, c'est le direct. Donc la technique va se charger de tout mettre en place pour accueillir les différents membres du jury. Nous saluons une fois de plus ceux-là qui ont tenu fait, parce qu'en même temps, c'est aussi un critère important. Quelqu'un peut venir le premier jour, se dit, OK, si la compétition, ce n'est pas le premier jour et que c'est le deuxième jour, alors je rentre à la maison. C'est aussi cette détermination, cette patience, cette compréhension même, ce côté téméraire, c'est un élément qui est noté. C'est un élément qui est pris en considération par les membres du jury. On voit ceux-là qui étaient là hier, d'autres qui ont dit non, on a attendu, alors que le programme même l'indiquait très bien que la finale ou alors la phase décisive de la compétition de start-up, c'était aujourd'hui. Et pour tous ceux-là qui ont patienté, qui ont compris les enjeux et qui savent véritablement ce qu'ils veulent. Hier, le directeur de succursale a dit, si vous-même, vous n'êtes pas certain de ce que vous voulez, si vous n'êtes pas sûr même de votre projet, alors ça ne sert à rien de venir compétition. Donc, merci à la régie qui est en train de mettre en place tout le nécessaire. Et donc, nous le premier membre du jury, peut-être permettre à Maître Fouba de souffler un tout petit peu parce qu'il est également dans le jury pour qu'il y ait transparence. Il n'est pas du comité d'organisation du Waka et donc lui, il vient avec cette touche neutre dans la notation et dans la vérification du règlement intérieur. Il y a des clauses qui ont été mentionnées dans le règlement intérieur et donc lui se chargera de vérifier si le comité scientifique a bel et bien respecté ce règlement intérieur. On va donc accueillir un membre du jury, Madame Cynthia, qui est membre du comité d'organisation également. Merci. Cédez un tout petit peu le passage, je vous en prie. En même temps, il faut faire ce style de disposition pour qu'on puisse avoir un meilleur éclairage. Il ne faudrait pas que, pour des questions de retransmission, il faut un meilleur éclairage. Donc, on permet à tout le monde de bien faire son travail. Merci pour votre présence et on va permettre également à Maître Barrister Afouba de prendre place une fois de plus. Des acclamations. Alors, notre membre du jury, l'année dernière, on a eu l'occasion d'évoluer également avec des professionnels et Maître Barrister le disait, il faut collaborer avec des professionnels pour plus de rigueur dans le travail. Et donc, nous allons accueillir les membres de Creativate qui sont également membres du jury. Des ovations. Il faut une autre chaise, malheureusement. Il faut une autre chaise. Ou alors un représentant de Creativate. Creativate nous dira qui va représenter. Rejoignez des leaders économiques, investisseurs, régulateurs, décideurs publics et acteurs du développement à la deuxième édition du Central Africa Investment Summit, sous le haut parrainage du gouverneur de la région du littoral. Un observateur, parce que vous le savez si bien, nous sommes ce type des entrepreneurs également sont
sous une tutelle. Quelle opportunité à saisir en orientant ses activités vers des projets verts. Une excellente fenêtre s'ouvre à vous avec des panels de haut niveau. Un concours de start-upers ce jour vous permettra de découvrir des projets qui bâtiront l'Afrique de demain et iront représenter le Cameroun sur la scène internationale. Inscrivez-vous dès maintenant et prenez part à la transformation économique de la région. Et ce n'est pas tout, des formations en ligne gratuites les 12, 19 et 24 juin. Contact plus 650 04 89 39 672 95 05 36. Email hello@waka-26invest.com. Waka Investment Summit. Investir responsable, bâtir durable. C'est-à-dire qu'elle ne met pas en avant son côté membre du comité d'organisation, mais plus sa casquette professionnelle, on va le dire ainsi. On a maître baristeur, lui, c'est les questions de transparence. On a un règlement intérieur, il a pris connaissance du règlement intérieur et il fera de façon minutieuse, il va contrôler en détail si le comité d'organisation, du moins les membres du jury, ont respecté ce règlement intérieur. Et le MINMESA se chargera justement aussi d'apporter un encadrement dans la notation des différentes startups. Et vous comprenez donc la nécessité de transparence dans les membres du jury. Des acclamations pour le jury. Monsieur Christian Mbala, le promoteur de l'événement, à coup sûr, s'asseyera en première place. Pas besoin d'être dans le jury, mais ça sera en première place. Je le précise encore, c'est un observateur dont l'avis est facultatif. Donc, il pourra peut-être apporter des conseils ou dire quelque chose, mais son avis est facultatif parce que ce comité scientifique, les différents noms ont été enregistrés au MINMESA comme étant les membres du jury. Merci. On va remettre la parole aux membres du jury pour la lecture du règlement intérieur. Madame Cynthia Hélé va se charger de relire le règlement intérieur que chacun d'entre vous, moins les start-upers, ont reçu. Merci beaucoup. Vous avez la parole. Bonjour, vous m'entendez? Bonjour à tous. Donc, encore ravi de vous voir aujourd'hui. J'espère que la journée d'hier s'est bien passée. Donc aujourd'hui, c'est une journée dédiée à la compétition des startups et comme je l'ai précisé hier, en fait, le fait que vous soyez déjà là, c'est une victoire. Et je pense qu'avec les détails que le juriste vous a donnés tout à l'heure, vous avez compris en fait que c'est tout un ensemble. C'est toute une organisation. L'idée, elle est bien, mais à partir de l'idée, il faut construire en fait son projet. Il faut en fait que le projet soit éthique, il faut que le projet soit viable, il faut en fait que vous compreniez c'est quoi les actions que vous donnez, c'est quoi les parts que vous donnez, etc. Donc aujourd'hui, la compétition, pour besoin de transparence, comme il a été dit, un règlement intérieur vous a été envoyé, donc j'espère que vous l'avez consulté. Et donc par souci de transparence, je vais le relire. Peut-être pas en entier, mais les grandes lignes. Donc, concernant le public concerné, donc, sont éligibles les startups, les PME, entreprises, associations ou individus porteurs d'une solution à fort impact social, environnemental, économique ou sociétal en lien avec les secteurs ciblés. Donc, on vous a mis les secteurs ciblés dans la liste un peu plus bas. Les projets devront démontrer l'existence d'un marché avéré, une preuve de concept ou de traction, une capacité de déploiement à plus grande échelle, ainsi qu'une viabilité économique susceptible d'intéresser des partenaires financiers ou investisseurs. Objectif de la compétition: mettre en lumière des projets innovants, viables, on insiste sur la viabilité du projet, économiquement et à fort impact social, environnemental ou sociétal, répondant à des problématiques concrètes de l'Afrique de l'Ouest ou de l'Afrique centrale. Donc je reviens encore sur la masterclass de M. Curtis qu'a que hier. L'idée basique, c'est bien d'avoir des idées, mais si
si votre projet va dans tous les sens, vous savez déjà en fait que c'est éliminatoire. Donc il faut vraiment comprendre que ce que vous faites ici, c'est pour aussi vous ajuster. Ce n'est pas juste des personnes qui viennent faire des masterclass et qui remplissent juste le programme de la journée. Il faut en fait qu'à chaque information qui vous est donnée ici, que ça vous serve concrètement et de manière pratique. Donc, les secteurs prioritaires, on a l'agritech, edutech et inclusion, énergie alternative, fintech et transformation digitale, medtech, recyclage et réemploi des ressources. Après, c'est prioritaire. Ça ne veut pas dire que si vous parlez d'autre chose, on va refuser. C'est juste qu'il y a des secteurs qui, eux, sont exclus, comme les jeux d'argent, le tabac, l'armement. Allons un peu dans tous les sens. Vous n'allez pas venir nous faire un projet pour donner les armes à Trump et on va vous féliciter. Donc, les projets justement qui ne sont pas acceptés, ce sont les projets encore à l'état d'idée, sans prototype ou validation initiale. Les projets hors des secteurs d'éthique, les projets à but strictement philanthropique sans modèle économique viable, les entreprises n'ayant aucun lien avec les pays d'Afrique centrale ou de l'Ouest. Donc on reste sur notre réalité, la sous-région du Cameroun et ce qui va être concrètement utile à la société. Ensuite, concernant le calendrier, bon, c'est pas très important parce que c'était concernant les deadlines et normalement tout le monde qui est ici a fait une inscription en ligne et a respecté la deadline. Et ensuite, nous avons les critères d'évaluation. Donc, la note globale est sur 100 points et on a réparti en fonction des coefficients plusieurs critères. Donc, on a cohérence et complémentarité de l'équipe, au cas où vous êtes en équipe. Clarté et pertinence du problème identifié. Ça revient en fait sur la solution à un problème basique clairement identifié. La qualité et la faisabilité de la solution. Preuve de traction, validation du marché, taille de marché, viabilité économique, modèle de revenu, impact social, environnemental, qualité de la présentation. Et en cas d'égalité, le jury départagera selon l'impact et la cohérence stratégique du projet. Les récompenses, parce que ça quand même c'est à signaler. Donc, nous avons un accompagnement au financement en termes de premier prix, un coaching business et une participation au pilote émission AFIM. C'est un partenaire africain qui va faire un enregistrement en fait de votre projet. Deuxième prix, accompagnement également au financement, visibilité média et certification internationale. Donc vous allez faire une certification qui sera dans votre domaine en fait et qui va vous aider si vous voulez présenter le projet à une plus grande échelle. Troisième prix, accompagnement également au financement, coaching business et visibilité média. Confidentialité, les jurys s'engagent à ne pas divulguer des informations confidentielles et les équipes doivent respecter la confidentialité des documents fournis par les organisateurs. Je pense que nous avons parcouru le plus important et après, c'est des questions de droit à l'image. Donc, si vous avez accepté de vous présenter ici, il ne faudra pas en fait ensuite nous porter plainte pour le droit à l'image. Donc vous êtes conscient en fait que vous êtes filmé. Oui, le juriste l'a signalé aujourd'hui qu'il y a des petites choses dans les contrats en fait. Si vous ne faites pas attention, demain ça peut se retourner contre nous. Quelqu'un peut dire que moi je ne voulais pas être filmé, amende. Donc vous avez accepté d'être filmé. Du coup, il y a le consentement à le droit à l'image. Donc merci à tous et bonne compétition. Oui, j'ai oublié de préciser hier, les pitchs, c'est 6 minutes par personne. Donc, lorsque vous allez présenter, il y aura un chrono qu'il faudra respecter.
parce que si on commence à donner 10 minutes, 6 personnes, ça fait 60 minutes, ça fait 1 heure. Il ne faudra pas que ce soit chronophage, il ne faudra pas non plus que ce soit trop long, que ça tire dans tous les sens. Donc vraiment, préparez-vous à ce qu'en 6, je dirais 6 minutes 30 max, que vous ayez présenté l'ensemble de votre projet. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Cynthia Ele. Et donc, les membres du jury vont garder la parole pour établir justement l'ordre de passage des différents intervenants. Mais en attendant, on va remettre la parole au représentant du MIMESA sur... Voilà. Thank you very much. Good afternoon, everybody. Okay. Bon après-midi. Je suis Monsieur Amostano. Okay. I was saying that I am Mr. Norbert Dala. Je suis au service de développement des entreprises à la délégation régionale des petites et moyennes entreprises de l'économie sociale et de l'artisanat. Donc, je suis en charge de l'entrepreneuriat à la délégation régionale de l'entrepreneuriat de DOUALA. Nous sommes situés à l'immeuble Kassab, à côté des épaules, pour l'entirer des épaules ici. Nous souhaitons que les porteurs de projets et les entreprises, de temps en temps, viennent dans nos bureaux pour bénéficier de l'accompagnement, pour bénéficier de ce que l'État a réservé pour les porteurs de projets et pour l'entrepreneuriat au Cameroun. Parce que si en 2004, l'État a choisi de mettre sur pied tout un ministère dédié à l'entrepreneuriat, ça veut dire qu'il y a une matière. Et nous avons le secteur privé, comme celui qui nous rassemble ici aujourd'hui. Le secteur privé est là pour apporter sa pierre à l'édifice, pour supporter l'État dans l'accompagnement des entreprises, dans l'accompagnement des entrepreneurs, dans l'accompagnement des projets. Alors aujourd'hui, nous sommes là pour parler d'investissement. C'est un forum, c'est un sommet d'investissement. Et investir, ça veut dire qu'on a trouvé une solution et il faut investir pour répandre la solution, pour simplifier l'humanité, pour simplifier les sorts, pour simplifier la vie. Donc, vraiment, nous souhaitons que les solutions que vous allez apporter, parce que créer une entreprise, c'est apporter une solution dans un écosystème donné. Alors, si vous avez une solution à nous présenter aujourd'hui, qu'elle soit bonne, qu'elle soit pérenne, qu'elle soit rentable à vous et à la société. Donc, voilà les caractères d'une idée d'entreprise, d'une bonne idée d'entreprise. Elle doit être rentable, elle doit être pérenne, elle doit être légale. Et ça n'apportera que le bon sens et la richesse. Parce que créer une entreprise, c'est développer de la richesse pour le pays et pour soi-même. Donc nous sommes toujours à votre disposition. C'est pour ça que nous sortons des bureaux pour venir à votre rencontre, pour que vous ne vous sentez pas abandonné. L'entrepreneur et le porteur de projet doit se sentir accompagné. Et nous ne ménageons aucun effort pour accompagner les porteurs de projets, pour accompagner les entreprises dans tous les sens. Sur le côté formalisation, gestion, financement, encadrement, protection, c'est le rôle du ministère des PME. Merci. Merci beaucoup. Et donc, le jury reprend la parole pour annoncer le premier candidat, la première start-up qui va faire sa présentation. Ça peut être une personne, ça peut être 2 personnes. Anyway, il faut maxi 2 personnes, c'est-à-dire 2 représentants de la start-up. Soit 1 ou alors 2 représentants de ces start-up-là. Merci.
Pambay. Je ne sais pas si ça se prononce bien. Donc, est-ce que M. Charles Sino est là? Encouragez-le, s'il vous plaît. Merci. Nous allons mettre le chrono quand vous êtes prêts. Alors, le chrono, est-ce que vous avez partagé le nombre de minutes avec tout le monde? C'est combien de temps? 6 minutes. 6 minutes pour la présentation de son projet. 6 minutes, on l'a dit. Pas plus, pas moins. Donc, soyez précis, concis. Maître Barrister is okay? Okay, thank you. Vous nous dites quand vous êtes prêt, monsieur. Le micro? Ok. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je suis Charles Bellinga, porteur du projet Pambay. Pambay, c'est un projet qui touche l'essence même de la relation entre les êtres humains et ses semblables. Aussi longtemps qu'il y aura des êtres humains sur cette terre, nous serons amenés à échanger entre nous, échanger des savoirs, échanger des savoir-faire. C'est la raison d'être de ce projet. Pambay existait il y a de cela très longtemps, à l'époque de nos grands-parents déjà, dans les villages, pour ceux qui ont eu l'occasion d'y aller de temps en temps. À cette époque-là, le Pambay se faisait de façon très simple. Tu étais payé pour une tâche que tu accomplissais et qui était définie au départ. Tu pouvais aider à faire le champ, à puiser de l'eau ou aider pour les récoltes. Et donc, avec l'avancée du monde, on a toujours besoin des personnes pour nous aider, même si nous ne sommes plus dans les villages. Aujourd'hui, dans la ville de Douala dans laquelle nous sommes, nous avons constamment besoin de certains prestataires de services. Souvent, on constate qu'il fait très chaud ici et généralement, il faut quelqu'un pour nous aider lorsque notre clim est en panne ou juste lorsque nous avons une ampoule à changer si on ne maîtrise pas. C'est donc comme ça qu'est né le projet Pambay. Pambay est porté par la start-up Youpi qui fait dans la création des sites internet, applications mobiles et logiciels de gestion pour les entreprises afin d'accroître leur présence sur le digital et d'augmenter leur productivité en temps beaucoup plus performant. Et nous comptons déjà plus de 3 ans d'expérience dans ce domaine. En ce qui concerne l'équipe, je suis Charles Bellinga, le CEO de la start-up Youpi, diplômé travaux télécom ingénierie, je suis designer et j'ai également participé à de nombreux programmes en entrepreneuriat tels que le programme Youth Entrepreneur Soft Skills organisé par le ministère des Petites et Moyennes Entreprises et j'ai acquis de nombreuses connaissances en marketing et management pour avoir déjà géré une équipe de pratiquement 10 personnes en une année. Également, l'autiste Sonia Kanyou, responsable marketing, qui est licenciée en psychologie cognitive et neuropsychologie, et qui est également spécialiste de neuromarketing, qui est là pour aider à créer souvent des publicités impactantes pour des résultats exceptionnels. Et nous avons notre expert en solutions digitales et robustes, Dylan Zambou, qui est là pour améliorer chaque jour l'application mobile. Alors, le problème principal que Pambay vient résoudre est celui de l'information d'un prestataire disponible dans les environs. Je mets au défi ici, personne parmi vous ne peut nous donner le nom de 3 prestataires dans chacun domaine différent, que ce soit 3 électriciens, que ce soit 3 plombiers ou encore 3 personnes qui font dans le froid et climatisation, tout simplement.
c'est très difficile et on a toujours besoin de se rapprocher des personnes ou alors d'aller juste faire le bouche à oreille. Alors, notre solution, c'est une application mobile disponible sur Play Store et App Store que vous pouvez télécharger actuellement pendant que je fais la présentation. Vous tapez juste Pambé, vous allez tomber sur l'application mobile, vous téléchargez et vous vous inscrivez. Grâce à cette application, nous mettons à disposition des prestataires de façon très rapide, à ce qui permet un gain de temps dans la satisfaction du besoin. Et du côté des prestataires, une nouvelle rentrée d'argent. Pour ce qui est du marché, nous avons 12,7 millions d'internautes en 2024 au Cameroun, avec 67,5% d'emplois en milieu urbain qui nous proviennent du secteur informel non agricole. Ça veut dire que tous ces prestataires de services-là sont regroupés dans les 67,5%, ce qui est un nombre considérable. En ce qui concerne les tendances économiques, nous avons de plus en plus la facilité de prendre des services, comme on le voit avec la livraison, on le voit avec les transports, etc. Ce qui fait que, à ce niveau, les utilisateurs ont déjà acquis une certaine expérience pour utiliser les technologies. Alors, pour ce qui est de notre business model, il est très simple. Nous prenons 15% de commission sur chaque prestation exécutée et nous comptons avoir 100 000 utilisateurs la première année. Avec 100 000 utilisateurs, nous avons en moyenne 18 000 prestations pour un prix moyen de 5 000 francs, ce qui fera au bout de la première année 13,5 millions de francs. Et lorsque ce chiffre-là va tripler au bout des 3 premières années, nous allons monter à 121 millions et 500 000. Et sur Pambé, notre métrique principale, c'est le nombre d'utilisateurs. Avec 100 000 utilisateurs la première année, nous comptons, grâce aux publicités que nous allons faire et grâce au marketing appuyé, atteindre 7 200 000 utilisateurs au bout des 5 ans. Et ce n'est pas un chiffre volumineux lorsqu'on connaît exactement les besoins des utilisateurs aujourd'hui en ce qui concerne les services à la demande. Pour ce qui est de la compétition, généralement, lorsqu'on a besoin des services, on se réfère aux réseaux sociaux ou aux bouches à oreille ou encore aux affiches qu'on peut coller sur le mur. Mais avec les réseaux sociaux, la portée est très grande, mais la qualité est assez réduite. Même chose pour le bouche à oreille, qui est une bonne qualité, les recommandations, mais qui ne peuvent pas s'étendre à plusieurs personnes. Et Pambé vient donc compléter tout cela. On a en même temps la portée et la qualité. Les avantages compétitifs que nous avons, c'est que nous avons déjà développé YoupiJob, qui est une plateforme de recherche d'emploi disponible sur Play Store et App Store et avec un site internet, où les entreprises qui existent déjà peuvent publier gratuitement leurs offres d'emploi. Et les candidats qui sont déjà inscrits pourront postuler à ces différentes offres. Nous vous remercions, monsieur. Merci Les beaucoup. 6 minutes sont achevées. Applaudissez, s'il vous plaît. C'est une très belle présentation. Il est passé en premier. J'imagine le track, ça s'est très bien passé. Est-ce que vous avez des questions à poser à monsieur sur Pambé? Ok. Donc, est-ce que vous avez des questions? Merci beaucoup pour la présentation. J'aimerais bien savoir quels sont vos chiffres présentement. Donc, depuis que vous avez pénétré le marché avec la solution, combien d'utilisateurs est-ce que vous avez réussi à avoir dans la solution? Ok, merci pour votre question. Pambé a été lancé le 1er mai 2025 et jusqu'à présent, nous avons eu 300 utilisateurs, donc 260 prestataires et 65 demandeurs de services. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci, monsieur Charles, c'est ça, hein? Merci, monsieur Charles, merci Pambé, merci pour la présentation. Donc, nous allons passer au suivant. Nous n'avons pas de questions, nous vous remercions. Nous refusons les questions du public. On sait pourquoi. Et je pense que s'ils sont en train de rire, c'est parce qu'ils comprennent ce que je suis en train de dire. Donc,
une question peut frustrer ou alors déstabiliser ou peut-être même jouer en défaveur du client, pas du client, permettez, influencer le jury. Vraiment, le jury est neutre, c'est le jury qui note. Si vous avez des questions, vous pouvez vous rapprocher de la start-up qui a fait la présentation. Vraiment, pas de questions, vous pouvez le faire IB. Il n'y a pas de questions à faire ici. Je dis, il n'y a pas de questions à faire ici. C'est juste à... Donc oui, si vous avez des contributions, monsieur, vous pouvez aller le voir. Et donc la prochaine personne, pour un peu de parité, nous allons appeler une dame, Madame Béatrice Thiomela pour Skills, si elle est là. Merci de l'encourager, s'il vous plaît. Je pense que je vais annoncer la prochaine personne pour qu'elle se prépare. Et ça va éviter les temps morts. Donc, après Madame Thiomela, ça sera Monsieur Ghislain Vorban pour Novarex Solutions. Donc, la personne pourra se préparer. Après la dame, c'est lui qui va présenter. Merci. Members of juries, ladies and gentlemen, good afternoon. So before to start, I'll first want to say why I'm here and why Skills AI exists. So 2 years ago, I wanted to go to Canada, so I applied for a study permit, but I got twice a visa rejection. So I was quite frustrated because even though I paid the tuition fees, even though I have the document, but I still have visa rejection. So due to this, I wanted to have a solution, like I also have other African and people facing visa rejection. So the pros that travel agencies and see people are usually facing are visa rejection. They are also having poor candidate assessment because when you go to travel agencies, the travel agent which is at the reception, they don't usually give you the correct skills program to the country that you want to go. And there is also poor proof of funds or black proof of funds that can also help you to get a visa rejection. They are also on track visa process because you can't really know where your visa is at the travel agency. They're also poor and time-consuming document tracking because when you go to travel agency and you give your document, you don't really know if it meets the standard of the travel agency, of the immigration. So I'm sure that everyone here already knows that people are traveling abroad, especially Africans, either for tourism, work, or immigration. So as you can see here, these are the statistics of African traveling in Europe, America, Oceania, and also Asia. And we can see that there are 20.5 million travelers, African, across the world. So this is a huge market opportunities because you have many Africans traveling abroad. And you can see the rate of African traveling abroad has increased up to 6%. This means that there are really people moving. This means that there are also transactions that are made every day. And this means that you can also get money from it. You can see the transaction of how much Africans are paying to go either in Europe, Asia, or America. So our company, Skills AI,
the stress, the delays, and the visa rejection through our recommendation system. So to do this, we have two targets. There is a B2C, the travelers, and a B2B travel agencies. So they are working in person in order to have a good solution that are working efficiently. So for the B2B solution, we have visa tracking. These are some materials that we have already made, and meaning that when you go to the agency and you have your visa, and you want to do your visa, sorry, both the travel agent and the traveler, they can know at which step the visa is. So when the travel agent updates your status of the visa, the customer will receive an update on his portal. There's also an visa assessment. This means that we have an intelligent platform where the traveler will come and we do an assessment, and at the end it will give you the probability of success of your visa. Meaning that you don't have to apply for visa and to get rejection. Before applying, you can know what's your chances of to get the visa. And you can also have the list of documents that you will need, the finances that you will need, and also a recommendation in order to increase your level of success rate. And you can also alternative destination where you can have a higher success rate, and also tell you why the destination is better than the one that you wanted to travel. Because sometimes you want to go to a country just because you heard that people are going there, but it doesn't meet really your goals or why you want to travel abroad. So there is also an insight and return on investment, growth opportunities recommendation, where the travel agency business owner can see what's happening, the sales performance, and the team preferences, and how we can exploit some market opportunities, because maybe some people are going in countries, and this means that they are more serious into it. For the B2C part, it's via a mobile app, so you have the travel assessment, as I see. You also have job placement, because I've also noticed that travel agencies, they're having job opportunities, and people, they don't know those job opportunities. So if you know the job, you can apply for it, and automatically you know that you can get a visa sponsorship or permanent residence. So this will help you also to go abroad smarter. And the other solution is that people are having visa rejection because they're having a lack proof of funds. So the solution is to do a partnership with B2B companies who are offering financial assistance and loan. This will also help you to increase your level of visa success rates. So our business model on the B2B part, we have three pricing models: the starter plan, the professional plan, and the enterprise plan. For the B2C part, we charge $5 per assessment, 5% for job leads, and also 6% for financial assistance and loans. So this is the forecast growth of the company. As competition, we're having boundless immigration, visa guide work, and schemes AI. As you can see here, we are having a better way to do eligibility. This means that you know your chances of going abroad. Also have a worldwide coverage, meaning that we access either if you go to Europe, Asia, or America. And we are also having a tracking system plus AI integration. This means that we are having a better disability success rate of 4.3/5. Our team, there is me, Beatrice Terula, so I'm the one developing the solution and working on the design and on the user experience. On the other hand, we are having Fabrice Abunde, who's only a PhD in business analyst, and give you helps that schemes AI meets the market's needs. And the reason to be here is to meet firm in order to build the product, to test it, and to launch. Thank you. Thank you very much. Merci de l'applaudir, s'il vous plaît. Any other question? Me, I have one question. So the first question is, what is the difference between you and a classic agency? Okay, we are not competing with classic agency. We are helping them to get more customer and to increase their customer visa success rate. And they will use our system in order to better assess their candidates and have more leads. And this will also help them to increase their sales. So we are not competing with them, but we are helping them. Okay, and the second question is, I understand that you will help to increase visa. So how will you offer the guarantee to an employer to get a visa, knowing that each embassy have his criteria?
Okay. As you all know, all immigration they are having their own website. They are having on their own data. So there is what we call web scraping. This means that you get information coming from the immigration from the internet. So based to it, you have like a database of data, and this will help you to assess and give a better success rate because based on it, you can provide recommendation to the travelers to increase their success rate. Thank you very much. How many clients do you have? How do you penetrate the market? And what are the strategies that you do in order to achieve more clients? So your traction or roadmap. Okay, I'm still at the phase of development. It hasn't yet been launched. So I'm first working on the development part, and I've just tested the desirability of the project now. So I need funds in order to increase it and launch it and to make it be useful and efficient both on the B2C and the B2C part. Okay, thank you. Please, madam, I want to really know what's your solution? What are you bringing to us? Because you want us to travel. We help you to travel. Help us to travel. Yeah. By doing what? By increasing your visa success rate. Do you have a company? No. You want to put a company? Yeah. Do you know that there are so many companies who are in the market to help us to travel, and they are taking money of people, but no visa? Yeah. This is why we are here, to help them increase their visa success rate. We are not competing with them. This is a solution to help them to get more customers, and because we know that they sometimes take money from customers, but they don't have visa guarantees to their customers. So this is why I want to create schemes AI. This will help those travel agencies to increase their success rate. So because we notice that people are getting visa rejection due to three main things. They're having poor document, they're having poor finances, and they don't have a better way to assess the candidates. So this is the solution to help them. We are not competing with them. Yeah. Okay. Want to know? Do you know that? You will need a license. Do you know that? You need an authorization. You know? Yeah. You know that. And then are you ready to afford those difficulties? I'm ready. It's not a matter to be young. Yeah, I have a partner. Yeah. He's not currently here. He's teaching, but he's a business analyst holding a PhD. So he's helping me to make that the solution meets the market's needs and also be scalable over the time. I already have an Ezimo, so I can show you how the solution is working. It's not something that I was telling, but I can show how actually how it's working. It's on the B2B part, it's a website, but on the B2C part, it's an application for the better user experience. Not yet. Yeah. To do first web scraping, to have a recommendation system, it requires that the backend must work. So we do the front end is well designed, that's good, but you also need to have a guarantee to the people that will use the application that this will help you to increase it. And we have to build and test it. So we can take like maybe 2 people that want to travel, they say, okay, come and test Schemes AI and see how it is working. So based on it, we have feedback. We have to pivot it onto it meet the market requirement and the guarantee that it can really help you to increase your success rate. It's not just about talking to that doesn't work. I have a demo. How do you ensure that there is no conflict of interest between your B2B and B2C clients? Because the problem you're solving at the B2B level is addressing the clients that they have at the B2C level. So how do you ensure that you are not in competition with your own clients? Okay,
So I forgot to mention when you will finish doing the travel assessment on the B2C part. Okay, at the end, you have 3 agencies. So 3 travel agencies which are using our B2B solution. So when you finish to the assessment, you propose now three agencies. Now you will choose the one that you want to do your visa process with it. So the B2B part is still helping the B2C, but in a certain way, so it's like a partnership. I understand. Now my question is, at the B2B part, customers that come there want to do the eligibility check, right? And at the B2C, at the same time, I also want to do the same thing. No, So no. what is the difference between the functionalities that someone as a travel agency gives to his clients and you give to your direct customers that are people that want to travel? So on the B2B part, they're having a centralized system. So this means that all the assessment that maybe because when the travelers will do the assessment on the B2C application, and that the traveler will choose now to select the travel agency to work with them. So once you select the travel agency, they will receive a message with all the data that you fill in order to get your visa. And they will contact you. So this is just to get more leads. Now on the B2B part, there will be a messaging system where they will, based on the humor of the traveler, it will also help you to know if the person is likely to give money, if you are convincing the person. And there's also the part that you can track all the documents and know what is really happening inside your business. There's also the analytics part and the settings. So I can not really show you because there's the most talking, maybe you don't understand, or I can get back to the slide and show the B2B solution. It's totally different. Okay. Yes, for answer the question, you can go to the slide if you want, because it's normally the last chance you have to explain. Okay. So if you have to go to the slide, you can go. As you can see, for example, here, this is the B2B platform. So they can manage everything related to the traveler. So all the information the traveler, so it usually score the travelers. So the traveler having higher success rate, medium success rate, and low success rate. So this will give you the priority on the traveler that you have to work on. Because this, if you know that the traveler has a higher success rate, this means more money on you. So it's also the part manage all the assessments. So the assessment that we do on the B2C part, all the information we get here. So you can easily book, when booking a demo to talk to the customer, you already know the problem that they are facing. And there's also the booking part, because when the customer on the B2C, we choose your travel agency, you have to call them in order to ensure that your agency will really help them in order to get his visa. So you get all the information also. On the inbox part, you will message the candidate. The fact is that everything must be unified so that you will not lose the data, the document of the travelers, and also have better recommendation. Okay. Thank you very much. Merci d'applaudir pour elle. Donc j'avais demandé à Novarex de se préparer. Donc s'il est prêt, je vais juste annoncer la personne qui passe après également pour qu'elle se prépare et qu'on n'ait plus de temps mort. Donc, si Madame Estelle Kameni est présente pour le Palm Oil, elle peut se préparer. Qui va passer après Monsieur pour Novarex? Est-ce que qui Palm Oil est là? Ok, après c'est vous. Merci.
parlé de solidarité tout à l'heure. Est-ce que quelqu'un peut aider monsieur pour sa présentation? Parce que je pense qu'il y a un souci de câble ou de machine. Merci. Merci de l'encourager pour, malgré les problèmes techniques, il est prêt. Donc vous nous dites quand c'est bon, on lance le chrono. C'est bon. Mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Vauban et Ghislain. Notre projet, c'est Novare Solutions. Notre présentation sera articulée autour de 6 points que vous voyez là. C'est quoi Novare Solutions? Qui sommes-nous? En fait, nous sommes une entreprise de technologie et d'innovation écologique de production de bioénergie à partir des copeaux de bois et des déchets végétaux. Notre mission, en fait, se résume en un slogan: Powering Industry Beyond Limits. Au-delà des limites naturelles, des limites des énergies fossiles, des limites des défis climatiques, nous voulons alimenter les industries pour qu'elles continuent de travailler. Nous voulons créer des industries vertes. Le siège de notre structure est situé à Garoua et notre usine de production est située à Ngandré parce que là-bas, nous avons assez de matières premières. Notre équipe est ainsi constituée de 4 personnes que vous voyez là, et autour de ces 4 personnes, nous avons une équipe de direction complète et un ensemble de 15 employés permanents et 56 employés en temps partiel. En des dérèglements climatiques, et cela impacte sur la situation pluviométrie, et en plus, ça limite l'accès aux matières premières que nous utilisons dans les usines pour alimenter les fours et que nous utilisons à la maison pour la cuisson. La solution que Novares propose ici,
c'est la mise sur pied d'une bioénergie circulaire qu'on fabrique à partir, n'est-ce pas, des déchets de scieries qu'on brûle inutilement et des déchets agricoles qui sont jusqu'ici non valorisés. Voilà en effet comment se présentent nos différents produits. Nous avons là les briques de bois, nous avons les pellets et les foyers améliorés pour les ménages. Voici la matière première principale que nous utilisons en Gandre. Nous avons les tonnes de copeaux de bois et ces copeaux sont brûlés inutilement. Alors nous venons les mettre en valeur pour l'utilité de la société. Là-bas, vous pouvez voir comment nous les transformons pour alimenter les fours industriels et comment nous les utilisons pour le besoin des ménages. Et nos produits sont 100% naturels. Nous n'ajoutons aucun produit chimique. Le marché que nous visons ici est constitué de plus de 200 usines qui sont en situation d'énergie déficitaire. Et là, nous sommes comme des prémices dans ce secteur. Actuellement, nous avons une usine située à Figuil-Roca qui nous a déjà demandé depuis le mois d'avril de les fournir 30 tonnes de granulés. Et nous visons principalement la région du Grand Nord, du centre, du littoral, parce que ces marchés-là sont plus, n'est-ce pas, en situation de manque. Et en Afrique, nous visons principalement l'Afrique centrale et les autres régions. Et au Cameroun, il y a 60% de population qui utilise la biomasse. Et avec la situation climatique, la population n'est plus en effet satisfaite. Et dans le monde, nous pouvons voir le marché de biomasse qui est de 810,68 milliards. Ça, c'est le chiffre de l'année dernière. Et ce marché représente 10% des marchés énergétiques mondiaux. Et voilà, n'est-ce pas, ainsi présenter notre business model. Nous vendons ainsi les pellets à 400 francs le kilogramme et le foyer amélioré à 15 000 francs l'unité, les briques de bois aussi à 500 francs le kilogramme. Comme revenu total, nous réalisons, n'est-ce pas, une marge bénéficiaire brute de 104 400 000 francs CFA, selon, n'est-ce pas, nos études. Et comme nous pouvons voir selon l'analyse, notre force, en fait, c'est une offre novatrice que nous proposons et nous sommes dynamiques dans notre équipe. Et l'opportunité qui se présente ici, c'est que nous avons la matière première gratuitement. Et à côté de cela, nous avons toutes les initiatives du gouvernement et des organismes qui encadrent les initiatives en faveur de l'énergie verte. Et comme notre faiblesse, en fait, nous avons le manque en matière des équipements motorisés pour le transport et les menaces. On a un problème de l'humidité dans la région qu'on doit, n'est-ce pas, pouvoir résoudre. Et comme stratégie de développement de notre entreprise, nous avons divisé en 3 phases. La première phase, c'est d'abord de fournir les briques de bois aux entreprises. Merci pour la présentation, merci de l'encourager. Alors, bonjour, merci pour votre brillante présentation, Claire. J'ai une question. Il me semble que vous êtes déjà très bien implanté ou établi, siège à Garoua,
employés permanents, 56 employés en temps partiel. C'est-à-dire que vous avez une structure qui est déjà parfaitement, je parle de fonctionnel, en marche. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi est-ce que vous êtes ici? Il me semble que vous n'avez pas besoin de... Désolé pour l'incompréhension, l'usine n'est pas encore en marche, mais nous avons fait toutes les études. On a déjà les emplacements définis. On a déjà fait les factures pro forma des différentes unités de production. Maintenant, c'est le fonds pour compléter ce que nous avons mis en place qui nous manque en fait. J'avoue que moi aussi, je pensais que tout était déjà opérationnel parce que vous nous avez montré les ce n'est copeaux. pas encore. Les copeaux, oui, les copeaux et les fours industriels et tout. Si. Le copeau, nous sommes allés, n'est-ce pas, auprès des scieries pour négocier d'abord l'accès à la matière première, chose qui nous est déjà accordée. Maintenant, en ce qui concerne le foyer amélioré, nous avons, n'est-ce pas, contacté les entreprises chinoises pour essayer, n'est-ce pas, de travailler avec eux en ce sens. Et les machines aussi, nous avons déjà passé les précommandes. Nous sommes en train de mobiliser dans les fonds pour faire venir l'ensemble de l'unité. D'accord. Et vous avez besoin de combien? Nous avons besoin de 121 millions pour l'ensemble du projet. Mais nous avons divisé en deux phases. La première phase nous nécessite 16 millions. 16 millions. Oui, pour la première phase. 621. Oui, pour qu'on puisse, n'est-ce pas, pouvoir livrer, n'est-ce pas, le premier client. Vous les jeunes, vous avez un problème avec les centaines de millions. Vous dites que vous avez besoin de 16 millions pour commencer, mais vous êtes fiers de prononcer le mot 121 millions. Vous voyez, je veux vous conseiller, nous avons ce problème avec vous et les investisseurs. C'est que ça, c'est ce qu'on appelle l'incohérence. Alors, l'entrepreneuriat, ça commence petit, on évolue. Vous avez déjà des prototypes de pelles, vous avez appelé quoi? Les briquettes là, vous avez appelé quoi? On a trois produits, les briquettes de bois, les pellets et le foyer amélioré. Maintenant, oui, les pellets, c'est la biomasse en fait, en taille plus réduite par rapport aux briquettes de bois, oui. Les caractéristiques, c'est quoi? Combien de kilos? On fait un emballage de 1 kg, conditionnement de 5 kg et 25 kg. Okay. Donc, c'est le copeau que vous avez mis dans un sachet. C'est le copeau qu'on transforme, qui devient comme ça. D'accord. Ça veut dire que vous avez déjà fait le prototype, vous avez déjà essayé, ou c'est l'image travaillée? Non, ça c'est l'image, n'est-ce pas, qu'on a recueillie auprès de des fournisseurs des machines en Chine. Ah, ça c'est l'image importée. Oui. Okay. J'ai une question. Vous avez dit tout à l'heure que vous avez déjà commandé les machines. Oui. Vous les avez déjà reçues? Non, pas encore. Parce que mais j'ai les machines, factures mais comment vous pouvez commander les machines alors que l'activité n'est pas lancée? Vous avez commandé les machines sur quelle base? Sur la quantité de copeaux, quelle était votre base de commande de machines? Je prends un exemple, si vous commandez 10 machines, c'est parce que vous savez que vous auriez une activité qui va vous demander d'utiliser 10 machines. Et après, les machines ont de l'amortissement, en fait. Dès qu'une machine sort de l'usine, elle perd en valeur. Comment vous avez évalué la commande de machines alors que l'activité n'est pas encore sur pied? Ok. Premièrement, d'abord, vous voyez les copeaux-ci. On a recensé 10 grandes séries de production en Gandéré. C'est sur cette base-là qu'on a d'abord
fournisseurs de machines pour leur dire, bon, nous avons besoin des machines qui peuvent nous produire, n'est-ce pas, les briquets de bois et les pellets. Ils nous ont donc fait sortir, n'est-ce pas, les factures pro forma pour chaque machine. Et chaque machine, c'est toute une chaîne de production. Et en plus, sur la base des besoins que nous sommes allés dans les entreprises qui utilisent les fours. Et leurs fours travaillent, n'est-ce pas, avec le bois. En fait, ils avaient l'habitude de couper les bois pour alimenter le four. Nous sommes allés donc vers eux pour leur proposer notre solution. Est-ce que vous avez eu justement les accords avec ces entreprises-là? Parce que les Chinois qui vous ont donné les factures pro forma, eux, ils veulent vendre. Donc, s'ils vous disent que dans votre production, vous avez besoin de 50 machines, parce qu'eux, ils veulent vendre les 50 machines, est-ce que vous allez commander les 50 machines? Et maintenant, les entreprises dont vous parlez, vous êtes juste allé discuter avec ces entreprises-là où vous avez des accords que quand vos machines vont arriver, les entreprises et vous allez travailler ensemble. Pour les machines, on prend juste une seule machine. Et pour ce qui concerne les entreprises, nous sommes allés vers eux avec le projet et présenté. Et depuis le mois d'avril, ils nous ont demandé donc de venir avec le produit et qu'elles sont vraiment intéressées. Parce que nous avons trouvé, comme Waka par exemple, leur unité de production était en arrêt par manque, n'est-ce pas, de biomasse pour alimenter le four. Ok, donc vous avez précommandé une machine. Une machine pour les briquets de bois. Okay, et nous n'avons pas encore avancé. Nous sommes en train de mobiliser donc de l'argent pour avancer. Donc le Chinois vous a réservé la machine alors que vous ne lui avez rien donné. Ils nous ont envoyé les factures pro forma avec la livraison et l'installation sur place ici en Gaoundéré. Je voudrais. C'est un bon projet, mais c'est comme si vous n'êtes pas en train de bien expliquer. C'est un projet innovant. C'est un projet il y a beaucoup de ministères qui vont vous donner le café, mais entourez-vous. Parce que l'idée, c'est une idée. Vous n'avez pas allé au fond de la maturation. Ou bien peut-être vous avez fait, mais vous n'avez pas exprimé mal. Mais vous n'êtes pas allé au fond. Parce que le ministère de l'Environnement est d'accord avec vous parce que vous nettoyez l'environnement, ces déchets. Et le ministère de l'Énergie est en train de justement qu'on passe de l'énergie aux autres sources d'énergie propre et recyclable qu'on est en train de faire. Mais vous n'êtes pas en train de nous convaincre. Alors, c'est très innovant. Entrez en maturation, bon, je ne vous décourage pas, madame, vous allez apprécier, mais s'il y a des cultivateurs ici à l'extérieur qui cherchent, vous avez un bon projet, mais ce n'est pas encore entré en maturation complète. Et ce sera un très bon projet rentable. Bon, merci, vous allez m'excuser parce que j'ai fait un long voyage et quand je suis arrivé, il y a aussi le palu qui m'a pris et il y a aussi la clim là que je ne supporte pas. Donc, vous allez m'excuser pour ça. Mais sinon, c'est un projet avec lequel on a même rencontré les gens de l'environnement et tout. Et depuis il y a plusieurs mois, on est en train de faire donc l'étude de faisabilité. Nous avons tout fait et le site, les matières premières, tout est disponible. Il faut juste qu'on mette en place les machines pour le lancement. Il faut rejoindre encore sa suggestion au niveau de la maturation. Il sera très important de voir d'autres coûts comme le transport, le personnel, le détournement des machines. Parce que ça, c'est des choses que tout est évalué dans le coût.
voyez 21 millions. Il y a le coût d'achat des machines de transport et même les frais des employés pendant un an entier. Tout est Donc, ces 26 employés dont tu parlais étaient dans le coût. tous les coûts. Mais nous n'avons Les 4 personnes qu'on a présentées, ce sont des personnes dont on est en train de faire l'étude du projet depuis jusqu'à là où nous sommes. Donc les 15 employés, les 56 autres, c'est dans... Oui, dans l'étude. Une dernière question, s'il vous plaît. Je peux vous demander de peut-être réexpliquer. Peut-être c'est moi qui n'ai pas bien compris. Vous avez parlé de l'obtention de la matière première à titre gratuit, quelque part. Vous pouvez un peu réexpliquer ça, s'il vous plaît? Exactement. Vous voyez les copeaux de bois. Il y a les grandes scieries dans la région de l'Adamawa, de l'Est et même ici du littoral. Quand ils scient les bois, il y a les résidus ici qui restent. Et c'est tellement grand et les gens ne transforment pas en fait. Ils brûlent ça. Donc après quelques mois, ils brûlent. Et maintenant, nous sommes arrivés, nous avons dit, mais voilà ce que nous voulons faire, n'est-ce pas, de ce copeau. Ils étaient même plutôt enthousiasmés parce que nous allons venir, n'est-ce pas, les dégager ces montagnes de copeaux qui les encombrent. Voilà pourquoi ils nous accordent cela. Tout ce que nous avons à dépenser ici, c'est la logistique. Et pour nous récompenser même, ils nous ont accordé un espace au centre des scieries pour nous permettre d'évacuer rapidement les copeaux. Vous faites l'installation de vos machines au centre de la scierie où vous transportez le copeau pour pouvoir le transformer. Parce que qu'est-ce qui empêche la personne qui a la scierie d'importer la même machine, d'installer là et de vendre le même produit que vous essayez de vendre? Premièrement, c'est une technique qui n'est pas encore bien maîtrisée ici chez nous et qui n'est pas encore appliquée surtout dans notre zone. Et d'autres ne savent même pas ce qu'ils peuvent faire de ce copeau-là. Il n'y a que les ménages qui viennent souvent charger un peu dans les fours pour travailler avec et tout, mais la quantité est énorme. Pourtant, avec ce copeau, on peut faire la production de l'électricité, on alimente les fours et on fait les barbecues avec, et même dans les ménages, on fait la cuisson avec. Okay. Ma suggestion serait de suivre le conseil, la maturation et aussi de penser à des agréments et des accords. Comme il a dit par exemple, il y a non-disclosure agreement que tu fais même avant d'importer la machine et tu es le partenaire avec lequel ils vont devoir transformer tout le coût. D'accord, merci. Nous nous sommes déjà rapprochés au ministère de l'Environnement. Ils nous ont déjà demandé de faire juste la notice d'impact environnemental, puisque nous n'abattons pas les arbres, au contraire, nous aidons plutôt à nettoyer l'environnement. Et là, ça se fait, n'est-ce pas, dans le chef-lieu de là où notre unité est installée avec les mairies, en fait. Alors, je voudrais vous conseiller de faire un plan d'affaires. Vous êtes là formalisé. Vous savez ce que veut dire formaliser? Oui, vous avez créé l'entreprise. C'est en cours. Quand vous allez créer l'entreprise, vous allez aller à l'agence de promotion des PME.
le projet est bon. Là, le coût, vous pouvez bénéficier de la loi portant investissement privé au Cameroun. Donc vous êtes jeune, il faut vous formaliser en équipe, pas vous seul. Oui, nous sommes en équipe. Oui, il y a les bases au THèME privé, vous vous formalisez, vous faites un dossier d'agrément à l'investissement privé au Cameroun et vous allez bénéficier de non-paiement des frais de vente de vos machines. Et le secteur, comme vous voulez, le secteur que vous êtes, le secteur de l'énergie et de l'environnement, c'est un secteur qui est dans le pipe. C'est un secteur encouragé par cette loi. Donc, allez renforcer, rencontrer l'incubateur DOUALA et Yaoundé Gungaoundéré qui va vous... L'idée est déjà bonne, mais il y a un problème de structuration de votre projet. Et ensuite, vous allez intégrer le ministère des PME qui va vous encourager à mettre ça sur pied. D'accord, merci. Et Waka Investment va ajouter de l'argent parce que l'État donne seulement une petite partie. Le Waka va compléter et là vous aurez vos 121 millions. Merci monsieur, merci pour votre présentation. Merci. Merci encore de l'encourager, s'il vous plaît. Pendant que Madame Kipan Oil se présente, Monsieur Kwam Emmanuel Arthur se prépare pour Agri-Hub Consulting, qui va passer après. Merci. Avant sa présentation, une seconde, je vous en prie, membres du jury, nous vous prions d'accélérer un tout petit peu, c'est-à-dire de réduire le nombre de questions. Vous savez que la liste des start-upers, voilà, elle est longue, il est 14 heures déjà, il faut prendre une pause, mais surtout il y a un autre speaker qui doit intervenir. C'était prévu au départ deux tours, c'est-à-dire une première vague de start-upers de présentation de pitch et une deuxième vague qui devait être, ces deux vagues-là qui devaient être séparées par une pause et une session, une masterclass avec M. Laurent Kasmarek. Donc, et on n'oublie pas aussi l'intervention du MISA. Donc, je vous prie, chers membres du jury,
une, deux questions. Je vous en prie. Une, deux questions pour aller rapidement et finir la première vague. Je vous en prie. Merci. Good afternoon, everyone. Okay. All right. Thank you so much for giving me the opportunity to present. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Camille Esther, la promotrice de Key Palm Oil. Key Palm Oil, qui ne mange pas l'huile de palme? Ne mange pas le héros. Ok. Oui. Donc, notre présentation va se tenir sur ceci. So, I'm English speaking. I'll just be swapping between the two languages so that our panel members can follow well. So, what is Key Palm Oil? Key Palm Oil is here just to answer the problems with palm oil shortage. It is true that all of us go to the market and we see it available. But if we go into the Minader report, we will see that Cameroon imports over 200,000 tons of oil yearly. So here is my team and I. We have Mr. Francis, who is our supervisor and the person who processes the palm oil. There I am, Camille Esther, the founder of the project, and I'm equally a TEF alumni from the Toli Elumeu Foundation. That's René Chobam, who is the person in charge of le coupeur des palmes. On a celui qui processe les noix. Le problème, la demande augmente au marché. L'offre diminue, la pénurie d'huile de palme est bien réelle. Quel est le problème? Le problème qui existe avec la pénurie d'huile peut être attribué à trois raisons. Il y a la crise anglophone, parce que la majorité des sociétés étaient au sud-ouest. Il y a l'augmentation de l'utilisation dans les industries. Nous avons aussi les palmiers qui sont déjà vieux et la distribution qui est non respectée dans l'environnement. Donc, quelle solution est-ce que Key Palm Oil propose? Nous sommes là juste pour augmenter la production de l'huile rouge. Et ne pas seulement augmenter, mais nous voulons rendre l'huile disponible pour les marchés locaux et internationaux, mais dans une manière qui respecte l'environnement. Donc, en mettant ça dans des emballages bien étiquetés comme ça, et pour pouvoir promouvoir le Made in Cameroon. Quand vous voyez comme ça, c'est pas beau, c'est joli, n'est-ce pas? Donc, notre produit, nous mettons à la disposition du marché local, parce que notre premier marché, ce sont les femmes du marché. Et nous emballons dans les bouteilles recyclables afin de réduire la contamination qui sont dans les liens. Parce que le ministre de la Santé a fait un rapport qu'il existe des transmissions, des contaminations dues à des transmissions. Une fois j'étais au marché, j'ai acheté l'huile de palme. En voulant cuisiner avec, j'ai remarqué que l'huile sentait du pétrole. Donc, on ramasse n'importe quelle bouteille, on met l'huile dedans. On n'est pas sûr de ce qu'on met les bouteilles dedans. Dans notre market, what's our market all about? Le marché de noix reste un marché très rentable et fait de diverses utilisations, qui constitue l'une des matières premières dans de nombreux domaines. La première des choses, c'est l'industrie. Le Cameroun importe environ 100 000 tonnes d'huile. Ça, ce sont les industries parce qu'ils utilisent ça dans la production de l'huile raffinée, le savon, dans les cosmétiques, l'utilisage aussi pharmaceutique et pour le biocarburant, parce que même les déchets des noix sont utilisés pour produire le charbon. Donc, et puis, le marché que nous connaissons tous, ce sont les consommatrices, les derniers consommateurs que nous sommes. Le trend, ce sont les gens, les gens sont vraiment intéressés par ce qu'ils mangent, ils veulent manger du bio, ils veulent savoir que ce qui est produit est de la bonne qualité. Donc, c'est ça que nous proposons. Pour le moment, 90% de notre marchandise est livrée ici à Douala et 5% Bamenda et Yaoundé. Nous sommes sur la plateforme Potolo, nous sommes aussi en ligne sur Baya, nous sommes aussi sur Waxi It. Nous sommes en train d'entrer dans les supermarchés, étant donné que j'ai commencé ça fait environ 6 mois. Donc, nous sommes en train de regarder vers, comme on a déjà testé le prototype, on est en train de vouloir entrer dans les supermarchés ainsi qu'intégrer
le marché général, c'est-à-dire exportation. Notre faiblesse, je vais dire seulement que les prix de l'huile varient beaucoup au marché. Mais le pouvoir que nous avons, c'est que nous proposons un emballage qui est vraiment éco-friendly. Bon, aujourd'hui, nous avons besoin d'un financement. Déjà, avec un investissement de 8 millions, pour 7 mois, nous avons pu générer un revenu de 4 millions. Nous savons qu'avec l'huile de palme, rien que la matière première coûte beaucoup, mais au fur, c'est plus rentable dans les années à venir. Donc, today we are pitching to have 60 million francs, and the objective is to help increase our production because there is a high need of palm oil in the country. Et nous allons utiliser nos fonds, comme vous le voyez, 50% dans l'approvisionnement du matériel premier, l'amélioration de la qualité de production, 20% pour le marketing, 20% pour la certification et se mettre en conformité et 10% pour le fonds de roulement et les imprévus. Et notre projection, en 2026, nous voulons prendre notre production de 7 tonnes à 70 tonnes en faisant un profit de 12 millions. Et en 2030, nous regardons pour la 7 tonnes à 70 tonnes, 12 millions. Et en 700 tonnes qui nous donnera un profit d'environ, un revenu d'environ 100 millions. Merci beaucoup pour votre écoute. Thank you very much. Just one quick question. Company that is going to sustain this project already? All right, thank you so much for the question. I actually expected that. But since I was new into entrepreneurship, I joined entrepreneurship with just an idea. When the Tolielu Melu Foundation, I saw that, I decided to go in with just an idea. So completing it, I did not get the fundings. But since I became passionate about it because I saw the potential of this, I decided to start. And because of that, I needed to first of all be sure that is this something that is going to, how will it look like? I started with 2 hectares. I started with 2 hectares from angel investors, love money from my family members. So I did not want to start to create a company immediately. I wanted to start and then see how it is. I was like testing the prototype, and when we actually launched the prototype and put it in supermarket, and a lot of places were interested, but since the company is not yet created, we could not do that. So right now we are in the process to legalize everything, and I'm seeking for knowledge. There is a GIZ that train on how to know how to register your company, where you should belong, how to pay your taxes. I do not want to rush things. I'm taking everything a step at a time because this company is just 6 months old. Thank you too. Just a quick question. I would like to know what is the difference you have with your competitors that already selling palm oil. How do you keep that competitive edge? Come again. What is your competitive advantages compared to those that are already selling palm oil in the market? You mentioned the fact that you are eco-friendly. Now, what is the production cost of this eco-friendly version compared to what we already have in the market? Okay, thank you so much for that question. Since I'm presenting here, I'm sure this is a difference. We are trying to reduce transmissions that are caused due to the distribution of palm oil along its distribution chain. And for us to be able to package palm oil like this, like for a 1 liter, the difference, that's just about 2% of the cost in the market. So with palm oil, like 1 liter like this, if we're selling 1 liter for 800 francs, when we package it like this, we can be able to sell it for 1,000 francs. And if you're in the market, we can sell it for 1,500. The difference can be minimal when the production is larger.
So much so that when the market women see the stress they have to go to gather bottles, to look for bottles, a difference of 100 francs might be negligible for them, and they will decide to purchase this because it is easier. They just have their oil like this, and it is safer for the community. Of course, the difference is in our packaging and the transmission due to palm oil that we're trying to reduce. And we are equally encouraging the made in Cameroon because this attracts investors from out of the country. When they want to purchase palm oil, they are looking for people who actually produce high quality oils. So we are producing the high quality. We have quality controls at the level of our production, from the palm nuts we harvest to the recyclable containers. Thank you. Thank you very much. Merci de l'applaudir. Monsieur Arthur Point. Merci de l'encourager également, Monsieur Arthur Point. Monsieur Arthur Point. Merci de l'encourager également, Monsieur Arthur Point. Et pendant que M. Arthur, toutes les personnes à qui j'ai envoyé le draft hier, est-ce qu'elles sont là aujourd'hui? Oui, je sais que M. Damien, vous êtes là. Il reste à peu près combien de personnes? Vous pouvez vous compter 2, 4, 6, 7, 8. Ok, c'est pour connaître à peu près le nombre de personnes qui vont encore passer. Parce que moi, en termes de personnes qui m'ont renvoyé leur draft déjà complet, il ne m'en reste que 4 là. J'ai Monsieur Stel. Le modèle. Oui. Ok. Oui, mais il faut, les autres ont pu le faire en fait, et tout le monde a reçu les emails hier soir. Donc si les autres ont pu le faire, vous aussi vous devrez avoir rempli en fait et me le transférer, parce que la présentation en 5 minutes, si nous on n'a pas la matière, on ne pourra pas délibérer. Les personnes qui n'ont pas encore envoyé leur modèle, merci de le faire avant votre présentation s'il vous plaît. En termes de transparence, tout le monde a eu le même temps. Les drafts ont été envoyés à la même période et même ceux qui se sont rapprochés de moi ce matin ont encore eu des éclaircissements par rapport à ce qu'il y avait lieu de faire. Oui, j'ai une question. Vous étiez là hier et vous m'avez écrit. C'est quoi votre nom? Ok. Je vais vous le renvoyer. Et du coup, oui, vous n'avez pas le temps, c'est la seule exception. Oui, monsieur? Oui, madame vous a appelé hier. Ok. Et vous n'avez pas eu de retour? Il a eu le retour, mais il a eu le retour. Il n'est pas là seulement parce que je suis dans le programme. D'accord. Vous étiez en copie de l'email? Non. Ok. Vous allez passer à la deuxième phase du pitch. Monsieur Kwam, vous êtes prêt? Allô? Honorable membre du jury, distingués invités, bonsoir. Je suis Emmanuel Arthur Kwam, ingénieur agronome et promoteur d'Arrière Consulting Salle. C'est une société responsable limitée jeune et qui par le passé logique. Nous avons donc la vision, n'est-ce pas, d'être un leader agro-industriel et cosmétique valorisant un projet phare, l'escargot. Donc, je vais vous parler aujourd'hui d'escargot et des poulets, des animaux que je pense qu'ici plusieurs personnes connaissent et qu'apprécient. Bon,
notre équipe, nous sommes une équipe dynamique de 4 personnes, dont l'un des membres est notre conseiller juridique. Donc, nous avons pris attention également d'être toujours entouré des juristes, comme l'a fait savoir notre membre du jury. Ok. Alors, quel problème est-ce que nous tenons à résoudre? La population connaît une croissance galopante, mais n'évolue pas en même temps que les ressources, se caractérisant alors par un chômage caractérisé, la famine et les carences en protéines. Toutefois, avec le déploiement des technologies de l'information et de la communication, cette même population est de mieux en mieux informée quant à la qualité des produits qu'ils consomment. On a passé un franc dans la poche, mais on a au moins 100 francs pour pouvoir lire les mégas, avoir des mégas et savoir que ce qu'il faut manger, ce qui est sain, ce qui n'est pas sain, tout le monde parle de bio. Donc aujourd'hui, dans la population de plus en plus informée sur ce qu'ils consomment, notamment des produits carnés transformés, des poulets élevés avec énormément de produits chimiques et parfois des escargots ramassés dans des conditions exécrables. Et ils sont dans l'exigence parce que tout ce qu'ils consomment. Et nous avons aussi comme problématique de manière accrue l'incidence négative des produits de dépigmentants sur la santé dermatologique et de l'identité des femmes africaines. Comme solution que nous apportons donc, nous apportons, n'est-ce pas, les escargots et les poulets qui sont élevés d'un cadre éco-responsable, social et solidaire des jeunes et en particulier de la femme. Ceci passant par la formation des jeunes, des femmes et toute personne désireuse de se lancer en élevage afin de bâtir un réseau solide de production. Bien qu'en plus de former ces personnes, n'est-ce pas, nous apportons dans une viande ancestrale rare et prisée. Et nous produisons aussi de la bave d'escargot et nous fabriquons pour produire des produits cosmétiques naturels et la peau de coquille d'escargot qui est utilisée en agronomie et dans la médecine. Quant au poulet, ce sera notre produit d'appel. Donc à partir des poulets, nous touchons rapidement notre cœur de cible, puis nous les présentons aussi l'escargot qui est un peu moins connu et ils nous font confiance. Comme produit donc, nous avons la chair d'escargot, la bave d'escargot, la poudre de coquille d'escargot, des savons, des gels et les poulets. Et je rappelle encore, est le produit d'appel. Ensuite, comme service, nous faisons dans la formation, le coaching, l'accompagnement, les projets clés en main et la rédaction des plans d'affaires. Je tiens à rappeler que l'escargot, la circulation des escargots dans le monde entier, c'est plus de 20 milliards de dollars. Et les produits sont la bave, la chair, la coquille, les œufs qui sont utilisés pour faire du caviar. Et au Cameroun, le marché est beaucoup plus orienté et focalisé sur la chair. Donc, lorsqu'on voit les escargots, on pense d'abord à ce qu'on appelle communément les congomites, donc les brochettes, les escargots rôtis, avant de penser à la bave et tout le reste. Et c'est beaucoup plus accentué par les ramasseurs. Donc, lorsqu'on consomme les escargots, on a 95% de chances de tomber directement sur un produit qui était directement ramassé. Donc, peu de personnes pour le moment élèvent encore. Et nous avons aussi dans cette vision et cette mission de rendre cette pratique de plus en plus courante. Quant au marché du poulet, il ne reste plus à démontrer. Nous consommons en moyenne 120 000 tonnes de poulet chaque année. Maintenant, au niveau des trends, nous avons déjà plus de 3500 personnes qui nous ont fait confiance. En ce qui concerne la formation, on a formé plus de 1500 personnes et on a des clients réguliers. Donc, les 2000 personnes restantes sont des restaurants qui nous ont fait confiance. Ce sont des particuliers et beaucoup de ménages. En termes de vente, depuis 2022, nous avons eu à faire plus de 30 millions de chiffres d'affaires. Comme marché, dans le marché de DOUALA, nous estimons avoir après quand même quelque part de marché. Notre business model, c'est de nous approvisionner chez des commerçants, d'élever nous-mêmes nos escargots, les assainir, les grossir et ensuite les transformons pour les commercialiser. Et nous utilisons les réseaux sociaux pour pouvoir, comme canal de communication pour pouvoir spéculer ces différents produits. Quant aux poulets, on les prend chez des éleveurs à 21
jours, généralement, voire 35 jours, puis 2 semaines à 1 mois au plus tard, on les a sortis. Donc, histoire de réduire au maximum notre cycle de production. Comme force, déjà, nous sommes du domaine et nous entourons des personnes qualifiées. Et nous avons une expérience avérée dans les domaines de l'escargot et du poulet. Et nous avons un produit de qualité et on utilise des intrants d'alimentation moins coûteux parce qu'on a accès à des niches qui nous permettent d'avoir l'aliment très moins cher. Donc nous avons des aliments qui sont 2 à 3 fois moins chers. Nous avons des aliments qui sont 2 à 3 fois moins chers que les éleveurs classiques. Nous avons aussi des débouchés quant à la commercialisation de nos produits. Comme opportunité, je vais dire l'escargot. C'est bon? Oui, c'est bon, merci. La solution que vous apportez, dans quel écosystème? L'entrepreneuriat, parce que vous faites la formation, vous faites le poulet, vous faites l'escargot, vous faites le programme. Soyez précis à mon équipe. Faites le target. Allez, je veux faire. La vente d'escargot, c'est innovant, mais soyez plus précis, développez ça. Pas compris. Yeah. La solution. Bon, nous apportons les escargots aux ménages, aux hôtels. C'est de manière générale, nous contribuons de plus en plus à apporter les escargots sur la table des clients. Oui, ça veut dire tout simplement. Pour renforcer notre capacité de production. Un besoin. Voici la solution à ce besoin. Voici le coût pour générer pour donner cette solution. Et vous êtes bloqué à quel niveau? Okay. Quand vous en le déblocage, c'est tout ça, c'est en 2010. Quand vous prenez tout votre temps, ça distrait celui qui vous écoute. Quand vous parlez de poulet, vous parlez, ça distrait un temps, vous voulez faire quoi? C'est pas sur le magasin. Non. Vous voyez, alors que c'est innovant. La barbe d'escargot, c'est cosmétique. Mais, et alors, vous positionnez où? Vous développez le projet. C'est pas seulement ici à Waka, partout vous allez positionnez-vous clairement. J'ai trouvé un besoin. J'apporte la solution. Voici comment je vais apporter la solution. Pour ça, ça me coûte ça et je suis limité. Et voilà ce que je souhaite que vous me donnez pour lever l'anémie, pour la solution, pour le bien de tout le monde, le bien de l'entrepreneur et le bien de la société. Point barre. Ça se dit en 2 minutes. Pourquoi vous prenez alors? Vous voulez me perdre le temps? Merci, monsieur. Excusez-moi, je pense que même en termes de solution, moi, de ce que j'ai compris, de ce que vous avez expliqué, c'est qu'il n'y a pas encore vraiment d'élevage d'escargots et que les personnes qui fournissent les escargots les ramassent par terre. Donc moi, en termes de problèmes et de solutions, j'avais compris en fait que vous voulez un peu cadrer ces escargots qui sont ramassés un peu partout. Moi, je n'avais pas compris que c'est pour ramener ça sur la table. Et au début, vous avez parlé de njamsan, de bave, d'escargot. Et enfin, je n'ai pas trop compris le lien entre le njamsan et la nourriture. Est-ce que vous pouvez un peu mieux nous expliquer, s'il vous plaît? Ok. Bon, la solution qu'on apporte, c'est, on va segmenter ça en deux phases. La solution pour nourrir les hommes, ensuite la solution pour soigner les personnes au niveau de la peau. Oui. Oui.
apporter cela. Oui, c'est vrai, ça a l'air de parler de plein de choses en 6 minutes, c'est vraiment compliqué. Donc j'aurais dû me concentrer à vendre uniquement les escargots. D'accord. Merci, monsieur. Merci de l'applaudir. C'est vrai que je ne l'ai pas annoncé, ce sera monsieur Damien du Togo, si vous êtes prêts. Et après, on va passer à la pause café. Merci de l'encourager également.
afternoon, members of juries. Good afternoon to all. I'm Adelaide Mingo of Era Trades PLC. We focus on sustainable packaging and distribution of agro-product. I start with a question. Can we imagine a future where the food you eat does not only nourishes your body, it empowers the local community and at the same time protects the environment? Era Trades is on that mission to make that happen. Our company, we are a company that focuses on packaging, distribution of agro-product that is using sustainable packaging to protect the environment and at the same time ensuring food quality to our consumers. We have a team that we have in place that we work together to ensure that this project goes on successfully, and we have experience in agro-food distribution. Our problem goes thus. We see it in our environment. Plastic, it degrades the environment. Post-harvest, we have high losses of post-harvest, poor transportation from market from farm to market, poor exposure of food. So we realize this as a problem, and then we want to propose a solution on how we can handle this problem. So our solution comes in three stages. One, sustainable packaging, whereby the packaging ensures freshness of the food, it is easy to use, and it preserves the environment. We empower the local farmers whereby we buy their marketing risks, and they depend on us as a reliable market, and we ensure consumers quality food on their table. That is the product, that is the packaging, how we present it, and we supply to some supermarkets in Cameroon and abroad, and we see these are sample packaging here, biodegradable. The market is quite large. From our marketing research, we have a market of the first year of 3.5 million tons, and the market keeps increasing, and in that market we want to tap 86,000 tons where we are penetrating the market to supply our product. On our market train, we discovered that so far we have already penetrated the market, and we are in 12 supermarkets in Douala and Yaoundé. We have 2 grocery stores international that we supply. In 2024, we made a sale of $20,000. Our market shares in regarding to our sales is so far 0.0%, which the market is large, and we want to penetrate the market fully. Our model goes by our unique value proposition of biodegradable packaging, empowering the local farmers. Our customer segment are large. We have supermarkets, we have the local farmers, we have end user. And our stream of revenue goes from the product we sell. In 2024, we sold 7,000 kilos of food to different supermarkets, and we are targeting different streams of revenue like grants and support. We will have the export opportunity that is quite large. We want to tap into that market, and then the online sales. Our financing needs. The market is large, and we have limited capacity to penetrate into that market. That is why we are seeking for investment so that we can scale our production, enhance distribution, and drive in innovation. We seek to raise $216,000, that is 130 million, which will enable us to buy our packaging machine, our dryer, our grinders, that will enable us to dry this product, package them without any problem. And those are the needs that we'll be using the money to do it. We have them there, our equipment, our buildings, our logistics, to scale the production because the market is quite large. And if we have those logistics, we're going to make a good profit. And at the same time, we'll be preserving our environment, and we'll be eating quality food. Our revenue stream from our investment shows that in the first year of investment, we'll make a revenue. We are investing. So our revenue line at that moment is very small, $30,000 for the first year of investment. But when we look at the second year to the third year, it is increasing. We are already at $156,000, and that increased the revenue due to the investment that we are going to put in place. Now, how can we
make this reality of the food I eat save the local community and the government is investing in us so that we can promote biodegradable packaging so that when you eat, you know that you are supporting a local farmer that is somewhere in the village farming and area trade is buying the marketing risk. And at the same time, we are preserving the planet by introducing biodegradable packaging. Thank you very much. Thank you for the presentation. Thank you. Please can you shed some light on your cost of production and also your cost of acquisition of the product, plus now the cost of sales. So at how much do you sell? How much are you producing the packaging, and how much do you source the products that you're selling? Okay. I can go to packaging for now. We are buying this packaging from China. So we import the packaging. And a package like this, when it gets to Cameroon, it costs us 80 francs for one of these packaging. The product we source directly from the local farmers. So we don't go to the market to buy. We meet the farmers because we have the objective of empowering them and teaching them also to apply sustainable practices in cultivation. So this farmer, we collect directly from them. For example, let me take for mushroom. We have farmers that are cultivating mushroom. So when they cultivate the mushroom, this one comes directly from the farm. So once they cultivate, we collect them. A kilo right now, directly from the farm of dry mushroom is 13,500. Yes, of dry mushroom, 1 kilo. It's quite expensive. Yes. Because the production process also is expensive. It's not a wild harvest. It's cultivated. So when we bring all that together, we package like this. And then we send them to supermarket. We supply Carrefour, we supply Maima, we send them to Qatar, we send them to Amsterdam. Okay, that is where the problem comes in. The return on investment of this moment is very limited because our capital is limited. So we are not benefiting from economic of scale. So that is why we want to invest in the machines so that we enable us to produce in large quantity, collect to avoid waste. Because at times we discover that some of these vegetables, they get wasted, like you should just take it through to Marché Sandaga. At the end of the day, you see how products have been wasted. But if we collect them directly from the farmers, we'll go through a drying process, we'll avoid this wastage, and we'll have good products of good quality that will supply to our consumers. Yes. Wanted to know what is your solution? It is packaging or packaging with products. Because packaging is a problem in our environment. Yes, packaging is a problem. Then you are adding aero inside and selling in the market. What is really, or you have many solutions? I want to know, please. One of the solutions we are proposing is to avoid plastic packaging by proposing biodegradable packaging. That is the reason why we are here today, because we need that machine to produce the packaging. Okay. Yes. That's your business. That's my business. Only. No. The second part is to quality, food quality. Food quality. You need to be mature. You need to be mature to be clear in your proposition. Thank you. I want you to help me to buy machine and do the packaging in our country. In Cameroon, yes. And to promote made in Cameroon. Made in Cameroon. Thank you. So easily so. Thank you very much. Merci aux membres du jury, merci à tous pour votre contribution, même si vous avez juste noté.
et vous aurez l'occasion de voir ces personnes en aparté pour échanger avec eux. On va donc refermer cette première session. Mille excuses pour cela. Il y avait une pause de café, mais il est déjà pratiquement 15 heures. Donc, une pause de café, est-ce qu'on va encore dire pause café ou alors pause déjeuner? Pourtant, c'est une pause café. C'est vous qui connaissez la bonne expression. De toutes les façons, on referme cette première phase. On revient juste après. On va poursuivre avec la compétition de start-up, mais avant ça, on va prendre 2 sessions rapides. Monsieur Laurent Casmaret, qui est dans la salle, il va donc nous entretenir sur comment bâtir un écosystème tech. C'est très important. On va se dire, oui, on est une start-up, on est un investisseur, on est une entreprise, mais il faut créer un écosystème pour augmenter sa notoriété et pas avoir de ricochet pour la croissance même économique. Donc, on va se retrouver juste après. Les hôtesses vont vous charger d'aller dans la salle de pause café parce que le dispositif qui est à l'intérieur, c'était pour une pause café. Donc, on va se retrouver là-bas quelques minutes et on va revenir dans la salle. Et le représentant justement du MISE va nous entretenir sur 2 ou 3 points à l'occasion de la journée des PME. Et juste après, on va enchaîner jusqu'à la cérémonie de clôture. Merci pour votre présence, pour votre patience, pour votre indulgence. Que dire? On se retrouve juste après. Bon appétit.